Oui. Il faut ouvrir tous les fenêtres et les portes. Bon. Il y a encore de la place là, devant le feu, là. Il y a encore de la place là, ici, là devant. Là. Vous prenez un petit tabouret là devant. Là. Gilbert, vous direz comment il faut faire pour les asperges une fois que c'est fini, avec framboises et groseilles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous direz une fois? Pas aujourd'hui. Régulièrement, Ouais, je vois sur internet des gens qui ont filmé Non, le... mais Après la récolte. c'est la soupe de la forêt noire. Peut-être. Ah, C'est beau, hein, c'est quand même. Hein, voilà. D'abord, il faudra m'excuser, mon esprit n'est pas très vif aujourd'hui. J'ai fait la fête hier, c'était le mariage de mon fils, d'un de mes fils. C'est gai d'avoir une grande famille. Et... Ouais, parce qu'il y a beaucoup de fêtes. Hein. sans arrêt, hein, sans arrêt. Les anniversaires, des fêtes, des mariages. C'est incroyable. Ouais. Donc je suis encore toujours dans les brumes de la crique. Les gens savent ce que c'est qu'une crique? oui, moi je sais. Hein, la bière de cerise de Bruxelles. Hein. Il y a la crique et il y a la gueuse. Même les Français le savent. Même les Français le savent. Ah ben, vous savez aussi que ça a manqué de disparaître. Parce que nos grands intelligents de l'Europe, bien sûr, ils ont visité les caves où on faisait la gueuse, la crique et tout ça, et ils ont trouvé que c'était sale. Alors pourquoi c'est sale? Ben, parce qu'il y a des araignées, il y a des toiles d'araignées, il y a tout plein de bactéries et tout ça. Alors il a dit, il faut nettoyer tout ça. Il faut propre, au javel, il faut nettoyer tout ça. Mais ils avaient oublié que si on nettoie tout ça, il n'y a plus de gueuse, il n'y a plus de crique. Hein. Parce que ce qui fait la gueuse et la crique, c'est justement les araignées, les bactéries et toute l'ambiance qui fait que... ça a été une lutte, je vous assure, ça, c'était pas... C'était à la limite de voilà. Donc, pour la soi-disant, la propreté, voilà. On n'aurait plus de crique, plus de gueuse, plus rien. Comme, si on continue, on n'aura bientôt plus de fromage, hein, ou les crus, et on n'aura bientôt plus rien. Hein, voilà. On aura encore quelques boîtes à manger, des cornets de bif, hein, aux hormones hein, qui viennent d'Amérique. Voilà. Ça, c'était une entrée en matière. Voilà. Heureusement, maintenant, il y a quand même, en Belgique, ça approche. Je crois qu'on est à 900 brasseries. Ça avait quasiment disparu. Maintenant, dans tous les villages, ça revient et les gens font de la bière bio, comme ici, de la bonne bière bio. Et je vois qu'à Dautigny, autour, ça reprend. Les anciens trucs, ça reprend. Et ça a eu un succès fou. Et il y a, je ne sais plus combien, je pense 3 ou 4 000 en Belgique, maintenant, variétés de bières différentes. 900 brasseries, ça repart. Et ça, c'est un bon signe. Et je vois que partout, les machins artisanaux reprennent. Mais il y a un combat dur à mener, hein, parce qu'il y a des gens de l'AFSCA. Les gens commencent à se défendre, heureusement, hein, parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait déborder un peu le vase, hein, toujours. Hein. Quand on donne un pouvoir à quelqu'un, de toute façon, sa tête, elle gonfle, et les gens ne sont pas habitués à ça. Hein. Pour un petit pouvoir, il y en a qui ne résistent pas à ça, hein, qui viennent malades, la tête gonfle. Hein. Bon, alors ils ont été dans une foire artisanale où on faisait des tartes à l'giotte, des tartes au poiré, aux bêtes, des machins. Donc tout le monde s'y mettait dans une grange. Donc c'était dans un village là où on fêtait la fête des sorcières. C'est à Elzel, là où on a brûlé. C'était la tarte à maton. Tarte à maton. Là où on brûlait les dernières sorcières qu'on a brûlées en Belgique. Au moins, en Belgique, avant, on avait le sens de la fête. Quand on voulait faire une fête, de temps en temps, on brûlait quelques sorcières. Maintenant, il paraît que c'est interdit. Malheureux, c'est des fêtes pour moi. Hein. Il paraît que c'est interdit. Bon, et là, une fête à maton, et ils sont rentrés là-dedans. Et la même chose. Hein. Donc, on fait dans une grange, on fait tout ensemble. Bien sûr, il y a de la paille, il y avait des araignées et tout. Alors, tout ce qu'ils ont fait, il y avait là des centaines de tartes à maton. Ouais, si c'est pas des milliers. Tout ce qu'ils ont été fait, c'est jeter un produit à base d'eau de javel sur tous les produits, sur tous les voilà. Ça fait quand même un grand scandale qui a quand même atteint un peu, qui a ébranlé un peu nos politiques et tout.
Et là, on commence à mettre un peu... Nos politiques ont dit qu'il faut quand même mettre un peu d'ordre dans cet organisme pour qu'ils se prennent, pour que ben voilà, bon, ben voilà. Mais, je vous assure qu'il faudra lutter. On est déjà arrivé, par exemple, à Moucron, où il n'y a plus de friterie, il n'y a plus de baraque à frites, ce qui est extrêmement grave. Donc, il y a une lutte aussi pour les baraques à frites. Ça paraît un peu bizarre, toutes ces luttes, mais c'est très important, je veux dire, pour notre identité, cette idée de propreté, de tout. Donc, ce serait malsain, ce serait idiot d'acheter, de manger un paquet de frites, parce qu'on tient dans la main, on mange dans la rue un paquet de frites, donc ce serait hors norme, ce ne serait pas hygiénique. Ça commence à venir, donc, et il y a des tas de communes, comme Moucron, on a interdit les baraques à frites. Il y a encore des endroits où on fait, c'est bien, j'ai été décoré par Liège, là, comité de défense de la baraque à frites. C'est la seule médaille que j'ai jamais acceptée, que j'accepterai jamais, défendre la baraque à frites. Mais, donc là, maintenant, les friteries sont obligées dans des bâtiments en dur, avec des carrelages de haut en bas et tous les bazars. Mais donc on a perdu on perd notre identité, notre folklore. Les gens dans la rue à Bruxelles, partout, se retrouvaient autour d'une baraque à frites. On parlait, c'était bon marché, c'était sympa. Et donc, on va faire disparaître tout ça. Donc, il y a quand même une lutte à mener là, pour toutes ces choses. Ça paraît des bricoles, hein, mais tous mis l'une d'un côté de l'autre, ça va venir, je veux dire, invivable. Hein, c'est la beauté de la vie, c'est ça, quoi. C'est tous ces trucs, c'est partagé. Hein, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que manger un bon paquet de frites avec tout plein de mayonnaise, là, que ça coule, là, écoute, c'est quand même un plaisir incroyable, hein, il y en a d'autres comme ça. Hein, allez, bon, ben voilà. Et un machin, du fromage de Lille. Je ne sais pas si vous connaissez le fromage de Lille. Ah, le fromage de Lille, là. Quand on a ici du fromage de Lille dans le frigo. Il faut se dépêcher. Quand on ouvre le frigo, il faut se dépêcher de le refermer, hein, parce que l'odeur dans la maison, on peut aller dehors, hein, mais le goût de fromage, c'est incroyable, quoi. Hein. Donc tout ça risque de disparaître, hein, comme le fromage de Lille, ou le vieux Herve, hein, dernièrement, il n'y a pas longtemps, hein, des fromages assez costauds. Tout ça va être déclaré anti-hygiénique par ces fromages. Voilà. Bon, c'était pas marqué dans mon truc, mais... voilà. Alors, les infos. Après, on va attaquer les choses sérieuses, d'abord les infos. C'est bien ça, réunion juillet. Ouais, c'est juste. Fête du jardinage à Albec. Là, on est nouveau dans les fêtes. Hein. Ça, c'est bien. Dimanche 2 août. Donc, c'est 2 août. Donc, le matin, il y a réunion. Et l'après-midi, à partir de 14h. Mais c'est aussi les gens qui viennent de loin peuvent aller là-bas pique-niquer. C'est à 4 km d'ici. Donc, il y aura le plan pour y aller, parce que c'est en plein champ. Donc, c'est un jardin communautaire. On est à 7 familles. Donc, il y a 6500 mètres carrés en permaculture. C'est différent d'ici. Hein. Ici, c'est la brousse, c'est la jungle. Bon, ben, c'est un jardin en permaculture comme ça, je vais dire, d'un anarchiste. Voilà, on voit d'ailleurs. Hein, au fait de jardin, bon, ben, c'est un jardin d'anarchiste, c'est comme ça. Hein, bon, ben, de temps en temps, on rencontre un ours, un gorille. Bon, ben, voilà, bon. Là, à Albec, là, c'est beaucoup plus sérieux. Hein, ça, c'est du vrai jardinage bio. Là, on est 107 familles, 6500 mètres carrés, un cadre magnifique. Et le dimanche de août, c'est la rencontre, et c'est le principe de l'auberge espagnole. C'est-à-dire que chacun trouve ce qu'il ramène. Mais non, les gens ramènent, et puis on partage tout, à boire, à manger, jusqu'au soir. Les gens viennent, bienvenue à ceux qui ont un petit don de musique et de quelque chose, mais il y a toujours des chansons de la musique, des bazar. Donc c'est une soirée pour se connaître, et aussi pour voir un jardin. Le jardin est formidable, il est magnifique. Hein. Vraiment, pour celui qui veut faire du maraîchage permaculture, c'est là qu'il faut aller. Ici, c'est plus jardin personnel. Ici, c'est un jardin pour montrer que rien n'est impossible. Que tout. Puis j'aime bien, c'est mon jardin personnel, j'aime bien dans la boue. Là-bas, c'est maraîcher, donc ça veut dire qu'on peut faire du jardinage bio, maraîcher, même vivre de ça. C'est pas pour vivre de ça là-bas, on partage tout et tout ça. Une production énorme de fruits, de légumes, et avec un cadre magnifique. Parce que souvent, on passe au bio, mais il n'y a rien, il n'y a pas de différence. Le cadre reste toujours pareil. Et bon, moi, je trouve ça triste, alors que il y a moyen de faire quelque chose vraiment de beau, de machin, et très, très productif. C'est pour ça qu'il faut aller voir là-bas. Et donc, c'est la fête. Tout le monde est invité le dimanche de août. Bien sûr, c'est gratuit, c'est comme tout ce qu'on fait, sans problème. S'il y a des questions, il faut m'interrompre chaque fois. Hein. Le plan va être ici pour arriver, parce qu'il y a des travaux, c'est pas facile. Il y a aussi un conflit. En Belgique, c'est comme ça, il ne faut pas s'étonner. On a commencé les travaux. Sur un terrain entre la Flandre et la Wallonie, Moucron. Et au milieu des travaux,
on ne savait pas qui allait payer tel genre de travaux si c'était les Wallons et les Flamands. Ce qui fait que c'est bloqué depuis 2 mois. Oui, mais bloqué, une route principale et un chemin de fer et tout le brûle, là. Bon, ben, on arrive à faire des choses comme ça, surréalistes en Belgique. D'un autre côté, ouais, ça fait rire, hein, de l'extérieur. Mais c'est lui qui doit planter la route et les commerçants qui vivent là autour. Ça c'est pas gay. Juste des trucs de communauté. Donc, quelle communauté va payer? C'est bloqué quand on est à Moucron qu'on veut aller sur Albec. Et de l'autre côté aussi. Hein, mais quand on vient de France, pour les Français, ah oui, c'est bloqué. à la sortie de l'autoroute, il y a une déviation sur la gauche. Ah oui, il y a une déviation, mais on ne sait plus rentrer dans le village d'Albec, là où... Alors nous, bien sûr, on dit, et avec raison, hein, nous on est pauvres, les Flamands sont riches, on dit c'est aux Flamands à payer. Hein. Mais ils ne sont pas d'accord. Hein. Alors en Belgique, des trucs comme ça de cons. Hein, nous, on a l'habitude. Hein. Les gens qui viennent de l'extérieur, ils n'ont pas encore l'habitude. Hein. Bon, alors, dimanche 23 août, alors, c'est les journées portes ouvertes ici, de 9h à 17h. Donc 9h à 17h. Je fais appel à des guides, j'ai des guides pour le jardin. Bon. Alors, à Albec, là, toujours, là, on va faire la fête, mais c'est le dimanche 6 septembre. De 14h à 17h, là, c'est visite guidée. Donc, celui qui ne vient pas à la fête, là, et tout ça, il peut toujours venir au mois de septembre, une fois voir, visiter. Donc, c'est le dimanche 6 septembre. Les feuilles de commande pour les fruitiers. Donc, c'est une fois par an, on fait les commandes d'arbres fruitiers et des fournitures diverses. Fournitures diverses, ça veut dire le terreau, la tourbe, les engrais organiques et tout ça. Pour celui qui n'est pas encore en train. Les premières années, il faut quelquefois une aide. Les algues marines, ça aussi, c'est important. Pour les algues marines, c'est encore la seule chose que j'utilise. Tout le reste, après, on voit qu'un jardinage bio, après quelques années, on ne dépend plus du tout de l'extérieur pour rien, pour ces engrais pour rien. Sauf pour les algues marines, parce que ça, il faut toujours... Même pour le jardin, quelquefois, il n'en faut plus. Mais celui qui a des animaux, genre poules, pigeons, ça, c'est absolument indispensable. Je dirais même pour les chats, les chiens et tout ça. Donc, les algues marines, c'est de la chaux, du magnésium, en poudre avec, je crois, 120 oligo-éléments différents. Si vous mettez un bac à la disposition des poules, par exemple un grand bac, où ils peuvent aller dedans, vous avez pu, les pigeons aussi, ou même les animaux, les chats, les chiens, ils mangent une partie, parce qu'ils sentent, eux, quand ils ont besoin hein, de la chaux, du magnésium, des oligo-éléments, mais en plus, vous n'avez plus de puces, vous n'avez plus de maladies, ils vont dedans, ils se roulent dedans, quand ils ont des blessures, ça soigne et tout ça, je vous assure que c'est un produit extraordinaire, parce que les gens ne prennent pas plus... Par exemple, plus de poules parce qu'il y a des puces, il y a des tout. Ah ben là, celui qui a des animaux, tout ça, algues marines, et ça coûte pas cher. C'est 8 € pour un sac de 25 kilos, je crois. C'est le prix des algues marines, donc, et pour les humains aussi. Hein. Il y a des gens qui doivent manger des algues marines pour solidifier leurs os, qui ont des os fragiles et tout ça. 25 kilos à 8 €, c'est le prix de demi-kilo dans les pharmacies. Et c'est le même, hein, c'est le même bandage. Donc, les humains peuvent manger ça aussi. Dans leur soupe, ou mettre un peu dans leur salade et tout ça, celui qui est fragile des os, tout ça, parce que les algues marines, c'est assimilable par l'organisme humain. Beaucoup de choses ne sont pas assimilables par l'organisme humain. Hein. On prend des tas de médicaments, des tas de plantes, et puis c'est parti, ça ne sert à rien, c'est pas assimilable. Ça, c'est assimilable. Donc pour les algues marines, c'est très intéressant. Mais j'en parlerai dans une des prochaines réunions, tout ce qu'on peut faire avec, tous les bienfaits, le poudrage des plantes, hein, pour tout ça, ah ouais, c'est vraiment quelque chose qui sert. Mais il y a les algues marines, ceux qui ont le même effet qu'on peut s'en servir, je dis à tout hasard, parce qu'il faut regarder autour de soi, il y a toujours moyen de récupérer, c'est les poudres de roche, les poudres de marbre. Par exemple, si on a un marbrier à côté de chez soi, hein, il doit scier, il y a tout plein de poudres de marbre, poudre de roche, c'est à peu près les mêmes propriétés que les algues marines. Et généralement, ils sont embêtés avec ça, alors que c'est un bon produit pour le jardin. Donc, il y a aussi le talc, le plâtre, hein, ça dépend de tout ce qu'on peut... Quelquefois, les gens, avec des vieux murs, le plâtre et tout ça, ils jettent ça, alors que c'est un engrais formidable. Donc, il y a tout plein de... Donc, talc, tout ce qui est produit comme ça, doux. Donc, jamais de la chaux vive, hein. Tout ce qui est doux, et toujours... Je vais en parler la prochaine fois, toujours utilisé en petite quantité pour ne pas provoquer des blocages. Parce que si on met trop de chaux, trop de magnésium, on bloque, par exemple, le fer.
Donc, le fer n'est plus assimilable par les plantes, alors on a l'effet contraire. Hein, donc, tout est... Il faut toujours y aller, en jardinage bio, en permaculture, toujours par petitement. Souvent, mais petitement à la fois quand on en a besoin. S'il y a des questions, que c'est pas clair, il faut dire. Non. Donc, oui. J'ai vu sur un site qu'en fait les roches, Pardon? le calcaire, les craie, la craie. Oui, ce sont la craie des aussi, oui. coquillages microscopiques. C'est quoi? Des coquillages microscopiques. La craie, oui. Donc la craie aussi peut être utilisée pour les craie. Donc les algues marines, ce qu'on appelle les algues marines, avant, il y a encore quelques années, ce qu'on avait, c'était pêcher directement en mer, au large des Glénans. Là, c'était en Bretagne. Donc ils pêchaient avec des chaluts, et puis ils faisaient. Maintenant, c'est interdit, parce qu'on a abusé, comme tout. Hein. Ça marche, le prix, bon. Maintenant, il y a des quotas, il y a des bazars. Alors, on retrouve maintenant les algues marines qu'on a, en Suède, Norvège, c'est des algues marines d'il y a des millions d'années. Donc on a retrouvé des montagnes où il y avait la mer avant, et où il y a c'est les algues marines. Seulement, c'est des algues marines, je veux dire, mortes, plus vivantes comme avant. Bon, il y en a qui disent que c'est pas aussi efficace. Bon, mais il faut pas. De toute façon, on n'a pas le choix. On ne pouvait pas épuiser les algues marines de la mer pour des trucs idéologiques, et je veux dire, bon, il faut bien... se contenter, je veux dire, d'utiliser ce qu'on a. Hein, c'est la même chose que le compost. Il y a des gens qui refusent quelquefois de recycler le compost urbain, ou bien certains trucs en disant, ouais, mais il y a de la pollution, il y a des pelouses là-dedans qui ont eu d'herbicides, il y a ci, il y a là, il y a toujours quelque chose. Donc il faut quand même tout utiliser, réutiliser et recycler. Alors on a trouvé quand même un moyen en permaculture, de recycler sans danger, ou quasiment rien, c'est ne plus toucher du tout à la terre, donc ne plus travailler la terre, ne plus retourner, ne plus travailler, ne plus faire, et mettre tous les déchets en surface. Parce qu'on sait maintenant qu'on met les déchets en surface, il y a tous les organismes de destruction, bactéries, champignons, insectes et tout, qui vont détruire ça au fur et à mesure, donc à condition qu'on n'enterre pas, qu'on n'enterre rien, et qui vont transformer ces matières en quelque chose, même en engrais, en quelque chose d'utilisable. Donc, voilà. Ce qui peut être grave, c'est la concentration. Ça, oui, si on concentre les poisons, ça peut être grave. Comme tout part vers par exemple, vers l'incinérateur. Mais enfin, l'incinérateur à côté, ils font maintenant des trucs verts. Là, s'il y a trop d'une même chose, là, ça peut poser des problèmes. Hein, qu'on concentre. Mais quand on éparpille et que tout le monde prend son compte, par exemple, celui qui a un jardin et qui met en surface et qui recycle et tout, il n'y a pas de danger, quasiment pas. Donc on peut recycler même les cartons, les papiers. Heureusement, avant on ne pouvait pas parce qu'il y avait de l'encre à base de métaux lourds. Maintenant ça a été interdit, on ne peut plus utiliser de l'encre. C'est de l'encre à base de pigments organiques, donc qui détruisent. Hein, voilà, donc même parce que le carton c'est des arbres, hein, c'est le carton, le papier. Donc voilà. Surtout pour les pêcheurs, celui qui aime bien la pêche et qui veut des petits verres rouges, là, c'est le meilleur. Hein. Une couche de carton, une couche de papier journal, comme ça, faire un mont, à un endroit très humide où même il y a toujours de l'eau qui coule dessus, vous allez avoir des milliers de vers de terre qui vont venir. Mais celui aussi que, quelquefois, on n'a pas toujours assez de matière pour couvrir son sol, pour couvrir son jardin. On peut utiliser le carton, le papier, tout recyclé. Voilà. Oui, il y a des questions? Oui, parce qu'il y a de la colle dans le carton. Et alors? Oui. C'est pas toxique? La colle? Ah, ouais. Je sais pas. Ouais, ça, je sais pas. C'est la première fois qu'on pose la question, je ne l'ai pas dit. C'est une colle. Ah, ouais, c'est une colle, ouais, c'est possible, je ne sais pas, là. Ouais, il y a de la colle dans les cartons, ouais, je sais. Ouais, je sais pas. Il faudrait s'enseigner, tout ça, ouais. Mais à mon avis, si on n'enterre pas, ça va disparaître, ça va transformer. Mais je ne sais pas si c'est toxique ou pas. Je ne saurais pas dire, je ne sais pas. Pour les algues, celles que la mer rejette, si on les ramasse. Ah oui. Parce qu'il y a parfois... Ah oui, c'est ça, c'est la même chose. Hein. Ouais. Donc les algues marines, on appelle alors comment? Merle. Maerle, ouais, maerle. Voilà.
les algues mortes qui sont restées sur les plages, par exemple en Bretagne, Normandie, ouais, les agriculteurs se sont servis de ça pendant des centaines d'années. Hein. Ils allaient chercher les algues mortes pour mettre sur leur terre. Il y a juste que ça pouvait être un peu fort salé. Hein, ça dépend de... Ouais, ça peut. Hein. Mais ouais. Ah ouais, les algues mortes sur les plages et tout, c'est sûr. Ah ouais, c'était un bon truc. Hein. Bon, on va continuer, ouais. Le poudrage, par exemple, des tomates avec les algues marines, Ouais. on fait ça quand alors? Le poudrage. Comme maintenant. Ah ouais, c'est maintenant. Hein. Donc c'est surtout utile, en bio, en permaculture, tout ce qui est préventif est beaucoup plus efficace que ce qui vient après. Et donc, c'est parce qu'on commence à découvrir tout plein de choses curieuses. Toute la famille des solanacées. Famille des solanacées, ce sont les pommes de terre, les tomates, les aubergines, les poivrons, tout ça. Ont besoin, pour bien pousser au niveau des racines, ont besoin d'une terre acide. Et même quelquefois très acide. Hein, donc le pH neutre, le neutre c'est 7. Donc au-dessus c'est fort alcalin, fort chaud, au-dessous c'est fort acide. Et donc l'idéal, par exemple, c'est entre 5,5 et 6. Donc ce qui est assez acide. Donc pour les racines. Mais il ne faut pas souhaiter ça dans son jardin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantes qui peuvent vivre à un sol acide. Donc en général, il faut arriver à avoir autour de 7 ou entre 6,5 et 7 pour pouvoir cultiver la majorité des légumes. Donc, pour bien pousser les tomates, tout ça devrait pousser dans de la tourbe. La tourbe, c'est encore plus acide. Hein. C'est 5,5, pour donner une idée. Donc, un peu plus riche que la tourbe, je veux dire quelque chose. Mais on s'aperçoit que les feuilles, eux, ont besoin de chaud. Il n'y a pas longtemps qu'on a découvert ça. Donc, alors comment apporter en même temps de la chaux et en même temps un sol acide? Donc ça pose un problème. Pendant longtemps, on a dit, surtout pas chaulé, pas mettre de la chaux. Là, on cultive des patates, des trucs, parce qu'ils ont besoin de trucs. Eh bien maintenant, il y a moyen. Donc, le sol, on ne met pas de chaux sur le sol, surtout pas d'algues marines. Mais il ne faut jamais mettre, pour moi, de chaux sur le sol ou d'algues marines directement sur le sol. Il faut toujours mettre en poudrage sur les plantes, sur les feuilles. Parce qu'on sait maintenant que les plantes ne se nourrissent pas seulement par les racines. Pendant longtemps, on a cru que les plantes se nourrissaient uniquement par les racines, mais ce n'est pas vrai. Ils se nourrissent par les racines et par les feuilles. Donc, les deux. Et donc, avec des poudres, là, créer des algues marines en état de farine, hein, donc très machin, on poudre des poudrages légers, et donc les feuilles se trouvent très bien. Et donc, pour les tomates, ça renforce les tomates. Hein, vraiment, ça donne costaud. Donc, terre plus ou moins acide, s'il y a moyen, et poudrage sur les plantes. Donc aussi bien aubergines que tomates, que poivrons et tout ça, que ça les protège très bien du mildiou. C'est pas efficacité totale jusque maintenant, hein, sur les tomates. Mais ça donne de très bons résultats. Et surtout, sur des autres plantes. Hein, par exemple, tous les crucifères, par exemple, toute la famille des choux, la famille des choux, c'est énorme. Hein, ça va des radis, c'est incroyable ce qu'il y a. Eux ne savent pas bien vivre sans un sol pH assez haut, même au-dessus de 7. Alors, mais il ne faut pas souhaiter avoir un sol au-dessus de 7. Donc, surtout pas poudrer le sol. Alors, on intervient en poudrant tous les mois et demi, tous les 2 mois, poudrant légèrement avec des algues marines. En même temps, ça les protège des puces de terre. Vous ne savez pas, mais tous les crucifères, vous avez des trous dans les feuilles. C'est dû à des puces de terre qui font des trous, qui mangent les feuilles. Eh bien, le fait d'avoir des algues marines, ça les neutralise. Ce qui neutralise aussi, c'est l'eau. Hein. Quand vous voyez ça, souvent, ça a un manque d'arrosage. Mais moi j'arrose jamais, moi, je laisse comme ça. Donc, mais même, j'ai plus besoin non plus d'algues marines. Il y a tellement d'insectes et d'animaux et tout ça que j'ai plus des... Quand j'ai des dégâts, c'est ridicule. Mais ça fait 40 ans de machin. Et donc, équilibre, il y a tous les insectes, il y a tout, ils se neutralisent l'un l'autre, les puces de terre. Bon, chacun doit faire attention à son voisin, sinon il est bouffé, s'il n'est pas dans la ligne. C'est devenu comme ça. C'est venu au fil des ans, comme ça, hein, tout seul. Au fur et à mesure que vous améliorez votre terre et maximum de biodiversité, que vous introduisez les arbres, les plantes au plus possible, vous avez un équilibre qui s'établit tout doucement au cours des ans. Et vous avez de moins en moins de boulot au cours des ans. Le plus gros boulot, c'est comme hier, heureusement, j'ai de la pratique à la fête, là, 4 fois j'ai passé au buffet, 4 fois, là, après ça ne plus. Parce que j'ai l'entraînement avec le bio, avec la permaculture, là, que je dois arriver à manger tout ce que je produis. Je vous assure, c'est dur, il faut de l'entraînement, on n'arrive pas, voilà.
Donc, alors, on fait l'appel aux amis, à la famille. Hein, il faut, bon, il y a encore des questions. Chacun peut dire des conneries aussi, à part seulement moi. Hein. Chacun a droit, il n'y a pas de problème. Hein. Non? Allez, on continue. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Alors, la commande des fruitiers, c'est quand exactement? Pardon? La commande pour les arbres fruitiers, c'est quand exactement? C'est là, elle va être sur la table là. Ah, d'accord. Ah, ouais. Pendant que nous, on s'amuse ici, ma femme, elle travaille là. Les feuilles, là. Oui, il y a la date là-dessus, mais les feuilles de commande, ils vont être sur la table là-bas. Oui. Mais par exemple, c'est utile pour les fournitures. Pour les fournitures, il faut la feuille parce que c'est des prix différents pour chaque truc, à la feuille de commande. Mais pour les arbres, vous pouvez faire ça sur n'importe quelle feuille, hein, sans problème. Hein. Il ne faut pas nécessairement le bon de commande hein, sur n'importe quelle feuille. D'ailleurs, quelquefois, ce n'est pas suffisant, la feuille. Hein, il faut, Bon, où est-ce que j'en suis? Feuille de commande, voilà, fruitiers, fournitures diverses, voilà, c'est tout juste là. Ça va être sur la table quand vous sortez de la salle, il y en aura là-bas. Calendrier des activités aussi. Calendrier des activités, il y a la feuille là-bas, avec à la rentrée déjà prévue, les conférences débats. Les conférences débats, c'est sur les produits d'entretien. On le fait, le truc de l'année passée, tellement ça a eu du succès, comme on fait soi-même ces produits d'entretien. Donc, à coût quasiment nul, quasiment rien, et sans détergent, sans rien, sans machin. Puis après, c'est comment se soigner avec les huiles essentielles. Une autre conférence débat. Donc, mais le calendrier, il va être là déjà pour l'année prochaine. C'est la même conférencière qui vient, Sylvia, mais l'année passée, il y avait tellement de succès, tellement de monde, que tout le monde a demandé pour qu'on revienne. Oui, d'ailleurs, ça va poser un problème, parce que je ne sais pas comment on va faire pour mourir, pour laisser la place aux plus jeunes. Hein. Ah, mais ça devient... Hein, on mange sain, on mange qui, hein, tous les trucs pour se soigner. Ouais, mais alors il faut en faire de la place quand même. Hein, voilà, c'est bon. Ouais. Alors, réunion fleurs, pour le moment, c'est suspendu. Et notre chef des fleurs, il n'est pas là, il est en vacances dans les Vosges. Là. Bon, ben voilà, il est en vacances. Hein. Mais pour le moment, en tout cas, juillet, août, il n'y a rien. Et au mois de septembre non plus. Je pense qu'il faut une excursion, oui, donc on va le prendre. Hein, ouais. Il y a une sortie en septembre. Hein? Il y a une sortie. Il y a une sortie. Donc, les réunions de pour les fleurs, ça va reprendre au mois d'octobre, c'est bon. Ouais, et les réunions pour les fleurs, je vous incite à venir, hein, parce que c'est beaucoup plus intéressant que nos réunions à nous. Hein. Parce que là, j'ai vu aux réunions fleurs, chaque fois, j'y vais pas, c'est rare. Hein, mais chaque fois que j'y vais, maintenant, je vais aller plus souvent, parce que je vois qu'il y a des petits morceaux, il y a des tartes, il y a des bouteilles, il y a tout plein de bonnes affaires là, aux réunions aux fleurs. Là, hein. Nous, on n'a pas, et là, des fois, je vais commencer à m'approcher des fleurs. Hein. Internet, ça c'est Roland, voilà. Depuis, on a un monsieur Internet. Monsieur Internet, à nous, c'est Roland. On a trouvé la personne qui convient. Là. Vas-y, Roland. Bonjour à tous. Donc, depuis maintenant 3 mois, un blog a été créé, Fraternité ouvrière. Il n'y a pas plus longtemps que 3 mois. Au printemps, 21 mars. Donc, vous avez l'adresse sur certaines affiches qui sont accrochées en vert. Vous retrouvez tous les cours de Gilbert depuis un peu plus d'1 an. Et puis d'autres informations, calendrier des activités. Il y a eu à peu près 5000 vues déjà sur le site, 5000 personnes qui sont passées par le site depuis 3 mois. Et donc les cours aussi sont relayés sur le blog et ça renvoie sur YouTube. Il y a eu à peu près 25 000 vues pour les cours de Gilbert. Un franc succès, ça plaît beaucoup. C'est devenu une star. Et on a pensé qu'il allait y avoir moins de monde aux réunions. Le fait qu'on mettait sur Internet, les gens auraient pu se déplacer. Il y a donc aussi une adresse mail que je gère en même temps que le blog. Et puis il y a beaucoup d'interviews, il y a beaucoup d'infos qui sont demandées, des journalistes, il y a même Paris Match qui va venir. Donc, ouais. Là on est vraiment tombé très bas. Hein. On est vraiment tombé très bas. En tout cas, ça plaît beaucoup. On est dans la presse à scandale, comme striptease. Moi, j'ai dit c'est un peu trop tard pour ma femme aussi. Femme déshabillée, j'ai dit là c'est un peu trop tard. Il aurait fallu venir il y a 40 ans. Hein, quand même, là, Il y a aussi à peu près 400 abonnés, donc des gens qui reçoivent directement le cours chez eux sur leur adresse mail, une fois que c'est mis sur Internet. Donc ça marche très bien. Ça marche très fort. Donc les gens peuvent interroger. Vous pouvez poser des questions, demander des informations. Via le blog. Tous les jours, je regarde les mails. Voilà. Pendant que ça, et c'est bien, j'ai vu la femme à Roland, elle est très contente.
Depuis qu'il s'occupe de ça, il ne court plus les rues, il ne va plus dans les appareils. La femme, avant, Toujours à la maison. Il y a des questions? Il faut demander, non? Donc c'est marqué là, donc celui qui veut, c'est ça. Alors, juillet et août, donc réunion uniquement le premier dimanche. Hein, donc voilà. Permanence du jeudi, toute l'année. Donc on a, bah ouais, c'est ça. Donc on est quand même là. Les gens ils viennent quand même, donc autant rester ouvert. Bon, ouais. Alors, depuis qu'il y a le bloc là, enfin déjà avant, mais depuis qu'il y a le bloc, on a entre 50 et 150 personnes par jeudi. Et des bus complets qui viennent de tout partout. Des gens qui viennent du Midi, là. Dernièrement, c'était les voisins de Brigitte Bardot. Ou un groupe d'apiculteurs de Brigitte Bardot qui était venu, parce qu'ils commencent à s'embêter là-bas. Il y a trop de soleil, tout ça. Moi, je l'ai dit, les gens du Nord qui partent là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas de terre, il y a que des cailloux, du vent. On est dans la région, la plus belle région qui peut exister, ici, le Nord, en Belgique. Et tous les gens partent là-bas. Un soleil à 40 degrés, à 50, pas de terre, pas de cailloux. Un jour pour planter un arbre avec la baramine, alors qu'ici, c'est rempli de tout. C'est ici le climat le meilleur du monde entier. Je ne sais pas pourquoi les gens vont tous là-bas, voilà, grillés au soleil. Donc, de plus en plus de gens du Midi viennent voir qu'est-ce qui se passe par ici. Avec raison. Bon, ben moi j'ai fini tous mes conneries du début. Là, après, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. C'est tout. Sinon, s'il y a des gens qui doivent demander des choses, des informations. Pour les algues, si on en ramasse au bord de mer, on peut mettre aussi bien des algues fraîches ou il faut les sécher. Toujours, hein. Toutes les choses qu'on met sur le jardin ou sur le sol sont enterrées, hein, toujours. C'est toujours dans le plus grossier, le plus frais possible. Toujours. Ah ouais, c'est pas là du jour d'aujourd'hui, on va parler un peu dans les réunions après, on aura un peu plus de temps parce qu'il y a moins de semis. Parler comment utiliser le compost et tout. Mais de toute façon, retenez l'idée, tout ce qui doit être recyclé, aussi bien de la cuisine, du jardin, tout ce que vous pouvez avoir, dans l'état le plus grossier, le plus frais possible, sur la terre. C'est ça le plus simple. Et le reste, c'est pour ça qu'on est un peu vexé, hein, et pour ça que beaucoup de gens ne passent pas, un peu vexé, parce que c'est tous les bactéries, les microbes, les insectes qui vont faire le boulot pour nous. Hein. Les vers de terre et tout le reste. C'est même surprenant. Hein. Et vous allez voir, à fur et à mesure que la terre devient riche et vivante, ça part, mais à une allure, ce qu'on met dessus, c'est incroyable. Ce que c'est transformé. Maintenant, dans les forêts, il faut voir ce qui se passe dans les forêts. Depuis quelques années, avant, c'était le tout hygiène. Hein. Les herbes mortes, les herbes malades, on les abattait, on brûlait. Je veux dire, comme on faisait pour les sorcières avant, là, brûler. Hein, tout ce qui est le mal, c'est par là, on brûle, hein, par le feu. Hein. Maintenant, dans les forêts, on ne touche plus. Hein. On laisse les arbres morts, on laisse les arbres malades et tout ça, parce que on a remarqué que c'est tout plein de bactéries, de champignons, d'insectes et tout, qui nourrissent des insectes et tout ça, et donc la forêt est beaucoup plus protégée. C'est tout un cycle. Donc c'est l'idée de retenir, quand vous faites du compost, donc on peut faire du compost en tas à recycler, mais il faut le faire que quand c'est absolument nécessaire. En attendant, ou bien quand vous avez des quantités énormes que vous ne savez pas mettre tout de suite et tout ça, sinon le plus efficace, le meilleur, et c'est le plus simple, c'est directement sur la terre, partout, sur le sol, directement. Vous ne court-circuitez pas le machin. Vous avez une bonne matière première, un bon machin, vous mettez en tas, bon, vous récoltez ça, je ne sais pas, 6 mois, 1 an après, 2 ans après, vous avez du terreau. Mais le terreau ne renferme plus que 10% de la fertilité au niveau engrais de ce qu'il y avait au début dans le truc. Le reste est parti. D'ailleurs, les vers de terre, il n'y a plus personne qui s'est vu. Vous avez une matière, je ne vais pas dire morte tout à fait, mais presque. Donc c'est con. Parce qu'il faut. Tandis que si vous mettez sur le terrain directement, vous refaites le truc que la nature a fait. Vous court-circuitez. Donc vous avez tout de nouveau les bactéries, les champignons, les insectes, tout ça, qui sont de nouveau la nourriture pour d'autres et tout. Donc vous refaites le cycle naturel et il n'y a quasiment pas de perte de fertilisation. Donc il y a une vie importante. Mais c'est psychologique surtout. C'est bon, le jardin est sale. Hein, c'est déjà ça. Quand on laisse les mauvaises herbes pour les voisins ou pour je ne sais pas qui, c'est sale. Bon, l'eau de Javel, ça c'est propre.
tout net, c'est tout propre, c'est ça. Mais le caca et les machins, c'est mauvais air. Alors, en plus, si vous mettez des déchets, par exemple, moi, j'ai eu la police aussi parce que j'avais recyclé un matelas, les voisins, réclamation. C'est toujours les mêmes voisins. Heureusement, je suis bien avec tous mes voisins, sauf un qui le garde chaque fois. Donc, un vieux matelas de laine. C'est un engrais incroyable. Il faut voir combien s'en servent, combien d'oiseaux, combien d'insectes avant prennent la laine pour faire le nid, pour faire le truc. Et après, ça se dégrade. C'est un engrais azoté extraordinaire. Bon, donc en surface, pas en télé. Alors, bien sûr, ça, c'est ça, la matelas que vous mettez et n'importe quoi. J'ai même eu un procès une fois parce que j'avais trop d'orties. Vous vous rendez compte? Mais tout ça change maintenant très, très fort. Ça commence à bouger. Mais enfin, voilà. Je veux dire, c'est surtout psychologique. Les voisins qui regardent, il a laissé pousser tous les mauvaises herbes et puis il met ses déchets dans la cuisine direct. Oh, c'est ça. Bon, ben voilà. Donc, mais ça commence à changer. On veut dire, la vie, c'est le caca. C'est pas l'eau de Javel. La vie, c'est la merde. Mais là, il y a quelque chose. Et ça commence à bouger sérieusement. Il y a des moyens. Il ne faut pas provoquer non plus ses voisins pour rien du tout. C'est pas la peine de faire comme c'est. Il y a vraiment des gens bêtes. Bon, ça ne va pas changer leur bêtise. Mais il y en a d'autres, il ne faut pas choquer. Il y a pas. Alors, par exemple, si on jette des déchets et que ça paraît un peu sale ou un peu machin, on jette par exemple un peu d'algues marines dessus. S'il y a des odeurs, il n'y a plus d'odeur du tout avec les algues marines. C'est quelque chose qui sont forts. On jette un peu poudré, un peu, il n'y a plus d'odeur. Aussi, peut-être un peu de tourbe. C'est ça, la tourbe peut servir à ça. Au niveau fertilisant, il n'y a plus rien, ça ne sert à rien. Mais quand on jette comme ça, juste un peu de tourbe dessus, ça fait tout de suite un peu plus propre. Et bon. Mais c'est surtout pour au niveau psychologie. Voilà. Ouais? On peut continuer? Ouais, ça va toujours. Bon, on va continuer. Alors, à toutes les réunions, il y a des gens qui ont demandé le mois passé, on a fait le mois passé comment faire ses graines. On a parlé le mois passé des laitues. Bon. On ne va pas refaire les laitues, on verra. Celui qui n'était pas là, machin, il devrait attendre 1 an ou 2 ans pour que ça repasse. Vous allez sur le blog. Il est sur le blog, voilà. Je dis, un bon jardinier, il doit avoir beaucoup de patience. Sinon, il ne faut pas commencer. Beaucoup de patience. Alors, aujourd'hui, les légumineuses. Alors, c'est quoi les légumineuses? J'ai marqué tout parce qu'il y en a tellement. Des légumineuses qu'on peut cultiver par ici. Il y en a tout plein. Il y en a plus que ça. Donc, les haricots. Donc, ça s'appelle les légumineuses. Les haricots, les petits pois, même les gros pois. On peut, pas seulement les petits, les gros pois. Les fèves, les pois chiches, les lentilles. Donc, tout ça, ça pousse par ici. Facile. Le lupin blanc. Ça veut dire le lupin blanc, pourquoi? Le lupin blanc, les graines de lupin blanc sont délicieuses. On en voit d'ailleurs de plus en plus dans les avant-repas, les cocktails, là. On présente avec des cacahuètes. Le cacahuète, c'est pas à recommander. Le cacahuète contient beaucoup de toxines et provoque beaucoup d'allergies. Je dis en passant, beaucoup. Alors qu'il faut choisir des autres choses plus, je veux dire même meilleures. Les cacahuètes, il y a des gens qui sont malades et souvent c'est bon pour les enfants, tout ça. Et puis ça peut provoquer c'est les gens déjà sujets à des fameuses allergies. Les cacahuètes. Alors, tiens, j'ai pas marqué ici les arachides des cacahuètes. Pourtant, j'en cultive dans ma serre. Il y a toute une rangée c'est pour voir, parce que j'aime bien les cacahuètes. Alors, pourquoi je cultive? C'est une petite parenthèse que je fais entre deux. Pourquoi je cultive des arachides, des cacahuètes? Parce que c'est une plante très, très curieuse. À voir pousser, ça vaut la peine. Donc, voilà. Donc, vous semez des cacahuètes par ici, à chaud, autour de 25 degrés. Il faut beaucoup pour faire lever. Donc, ça fait une très, très jolie plante, comme une plante d'ornement. Alors, il vient, au bout des tiges comme ça, tout à coup, des petites fleurs, jaunes, je pense, si je ne me trompe pas. Quand les fleurs sont pollinisées, donc ils sont pollinisés, il faut qu'ils soient à l'extérieur. Quand les fleurs sont pollinisées à l'extérieur, la tige se rallonge et rentre dans la terre. Et c'est dans la terre qu'on a les cacahuètes. Donc c'est quand même pour voir comment ça... C'est quand même une plante assez curieuse. Alors pour l'aider, donc souvent, ça rallonge pas assez, ça laisse comme ça en dehors. Souvent, il faut que ça commence un peu buter pour que tous les cacahuètes se trouvent dans le sol. Donc c'est quand même quelque chose de formidable, de curieux. Alors, moi, je fais pousser ça rien que pour voir. Mais j'ai des... quand c'est une belle année, j'ai des cacahuètes. J'ai essayé l'année passée dehors parce que ça allait bien.
Et puis j'ai oublié où je l'avais mis et j'ai pu retrouver. En dehors, je n'ai pas. J'ai pu le trouver. C'est pour dire, et ça fait partie de la famille des légumineuses. Hein. Alors, donc, lupin blanc, le soja. Hein, soja, ça peut... Alors, le soja, c'est la même chose. C'est aussi une plante très allergique. Allergique, allergène. Moi, j'ai pas été longtemps à l'école, allergène. Mais ça pousse pas ici. Donc, il y a maintenant des sojas. On a sélectionné le biogerme en France. Les producteurs bio ont sélectionné des sojas qui peuvent être mangés à la façon des haricots mange-tout. Donc, qui ne provoquent pas autant d'allergies. Donc, sinon, le soja, c'est une plante qui contient. On ne peut pas manger le soja comme ça, hein, le soja ordinaire. Hein. Ça doit être transformé en toutes sortes de trucs. Hein. En l'état comme ça, c'est inassimilable par l'organisme humain. Au contraire, ça provoque des allergies et des trucs, des empoisonnements. Alors voilà, le soja. Les doliques. Alors, les doliques, il n'y en a pas ici. On en cultivait beaucoup avant dans le sud de la France. Parce que le dolique, c'est une des plantes au monde qui résiste le plus à la sécheresse. Donc, je ne sais pas pourquoi on a abandonné ça. On a remplacé les doliques par des maïs. Le maïs faut beaucoup d'eau, et comme ça. Et maintenant, il n'y a plus d'eau. Le maïs, dans des tas de régions, on ne sait plus cultiver le maïs. Alors que le dolique, c'est proche des haricots. Donc, on cultive beaucoup en Italie. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des doliques. On commence à en vendre dans le commerce. C'est comme des haricots. Ça ressemble mais un peu plus petit, comme ça, rond, mais totalement assimilable par l'organisme humain. Je veux dire, ça ne provoque pas, parce que quelquefois, les haricots, c'est difficilement... Il y a des gens qui... Comment je vais ça? Qui ne digèrent pas bien les haricots. Alors que les doliques, eux, sont... et qui poussent dans n'importe quelle sécheresse. Donc, doliques. Il y en a des grimpantes. Il y en a des... Par exemple, le haricot kilomètre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le haricot kilomètre. Ça fait des gousses énormes, là, machin. Donc, ça pousse par ici. Dehors, on serre et tout. Il y en a des naines, il y en a de tout. Voilà. C'est vraiment bon. Même au niveau du goût, hein, le dolique pour manger, c'est beaucoup meilleur même que des haricots secs. Ouais. Et alors vous le mangez comme un haricot sec ou comme des haricots verts? Les deux. Les deux. Mais quand ça devient trop grand, par exemple les haricots kilomètres, il y en a de toutes les couleurs, il y en a à grains noirs. Quand ça devient trop long, trop grand, on mange tout, ça ne va plus. Hein. C'est rempli de fils, c'est un peu... Donc il faut manger jeune. Mais sinon, on mange tout. Et plus tard, haricots secs, hein, comme haricots secs. Dolique. Comment ça s'écrit, ça? Dolique. D-O-L-I-Q-U-E-S. Les doliques. C'est bien sûr, c'est dans le catalogue. Hein. U-E-S. Hein? Il suffit de penser à un colique. C'est vrai, il n'a que la première lettre. Ah, si on mange tout. Et puis alors, le dernier pour moi, mais c'est pas fini, je vais encore. J'ai mis tout ce qu'on avait dans le catalogue, tout ce qu'on pouvait. Les gesses. G-E-2-S-E-S. Les gesses. Aussi de la famille légumineuse. Il y a des gesses petits aussi, et il y en a qui grimpent. C'est une plante qu'on utilise beaucoup dans les décorations, dans le machin. Parce que ça fait des fleurs de toutes les couleurs, des fleurs magnifiques. Mais ça se mange. Ça fait des gousses, donc, avec des grains, et donc les gesses se mangent. Et même, dans les gesses, les fleurs. Les fleurs, c'est intéressant, pour manger les fleurs des gesses. Alors, ça, c'est toutes les légumineuses qu'on peut faire pousser par ici. Je ne vais pas dire facilement, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Le tout... pardon, pour la plupart, c'est la chaleur. Comme ici, on a vu la différence entre les haricots. Tant qu'il faisait froid et frais, il y en a eu un temps où les haricots, pour germer, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes. Une fois que la température a monté, les haricots, ils poussent sans problème. Hein. Donc là, les haricots, c'est vraiment... Les fèves, les pois chiches, ça pousse par ici, beaucoup plus facile que les haricots même. Hein. Donc facile, tout ça. Les lentilles, ça pousse facilement. Même par ici, dans le nord de la France, on s'en servait. Ça pousse très bien dans les terres lourdes, argileuses, comme on grévait dans les terres lourdes. Dans le nord de la France, on s'en servait avant, on semait ça avant l'hiver, comme on grévait. Ça convenait bien. Après, tout ça, c'est perdu, encore une fois, pour le maïs, parce que le maïs, a vraiment... Parce que ça dure longtemps, hein. On laisse le maïs pour récolter très, très tard,
Et puis on n'a plus de temps de semer des légumineuses, on n'a plus de temps de semer rien du tout. Hein, voilà. Et donc, c'était quoi? Je parlais des lentilles. Donc, le problème pour les lentilles, c'est les graines. Problème, pas dans le sens que... Mais chaque gousse de lentilles, ça fait 2 graines. Hein. Donc, une gousse, ça a 2 graines. Donc, si vous voulez, il faut ouvrir ça pour avoir une tasse comme ça pour à peu près une journée. Hein. Donc, si vous n'êtes pas équipé. Alors, les gens qui font ça, ils sont équipés. Alors, excellent, c'est ça qu'il faut mettre pour les gens qui veulent faire régime. Ils veulent maigrir. Parce que vous dépensez beaucoup plus de calories pour l'avoir que ce que vous récoltez à la fin. Donc, c'est l'idéal pour les gens qui veulent maigrir avec plaisir, donc faire régime. Là, voilà, là, les lentilles, c'est extra. Là, il n'y a pas de problème. Alors, on va arriver à faire ces graines. Alors là aussi, c'est d'une facilité incroyable. Mais on ne peut faire les graines de tout ça. Donc, ils font tous des gousses. Et donc, tous des graines à l'intérieur. Donc, même les mange-tout et même tout ça. Pour faire les graines, il faut que ça va jusqu'au bout. Donc, on ne peut récolter que quand la gousse, elle est sèche. C'est ça. Donc, alors, on fait ces graines. Donc, c'est d'une facilité formidable. Et aussi, il n'y a pas de mélange, ou très, très peu. Il y a des mutations intérieures. Des mutations, comme les haricots. Tous les haricots, à l'origine, étaient grimpants. Viennent d'Amérique du Sud. On a sélectionné, jusqu'au moment pour avoir des haricots nains. Et puis, les haricots nains, pour avoir des haricots mange-tout. Donc, ça, c'est tout un processus de centaines d'années pour avoir ce qu'on a maintenant. Donc, il ne faut pas étonner, tout à coup, une année selon le climat, selon le truc, que tout à coup, des nains, ils se remettent à rame, ou bien à l'intérieur même, tout à coup, une dent qui pousse. Il y a des gens qui sont venus et disent, je me suis trompé de paquet, j'ai pris un rame au lieu d'un nain. Non, il y a des... À l'intérieur, il y a des mutations, et aussi des mutations de couleurs, de trucs à l'intérieur. Mais il n'y a pas d'hybridation possible entre eux. Donc, on peut très bien récolter, cultiver tout ça ensemble, je veux dire, entre eux, et récolter les graines et garder la même variété. Hein, comme les petits pois. Alors, les petits pois, là, c'est plus sûr. C'est quasiment sûr à 100%. Donc, dans les petits pois, il n'y a pas de... J'ai marqué ici, les pois. Il n'y a pas de... Donc, on peut continuer. Dans les haricots, on trouve qu'il y a plus de mutations. Je viens de dire pourquoi. Hein, il peut y avoir quelques pourcents de machin, mais généralement pas. Il y a des gens qui refont depuis des générations les mêmes, de père en fils, ils remettent les mêmes haricots et que ça reste bien. Et surtout, ce qui est intéressant, pourquoi faire ces graines? Quelquefois, on peut avoir des graines bon marché que ça ne vaut pas la peine, ça reste encore. Mais c'est que quand on fait ces graines soi-même, surtout de trucs comme les tomates, comme les légumineuses, ça s'habitue au climat, à la terre, et puis au goût des gens. Et ça, c'est intéressant. Ça devient depuis... Avec les tomates, on estime que quand on a fait ces plants de tomates soi-même pendant 4-5 ans, il y a 5 au moins, la moitié de moins de mildiou. Beaucoup plus résistante au machin. Donc, on a intérêt à refaire ces graines, à refaire des semences de terroir. Ce qu'ils faisaient avant. Alors, on refait en faisant... Et il y a des choses comme ça, là, ça ne demande pas de boulot. Il y a des choses qui demandent plus de boulot, là, ça ne demande pas de boulot. Hein, Alors, gardez au froid. Quand vous récoltez, après, même dehors, mais à l'abri de la pluie, mais au froid. Et c'est là qu'il n'y a pas de... Sinon, il peut y avoir un petit insecte qui s'appelle la bruche. On a pendu, c'est un papillon qui a pendu, et puis, quand vous mettez au chaud, ça se développe et tout ça. Ici, c'est pour ça qu'on met là-bas. Les fèves, les haricots, les petits pois, ils sont dans la pièce là-bas. Parce que quand ils étaient ici, les boîtes, ils partaient tout seuls dans le jardin. On n'allait pas s'occuper. Ça a bougé. Vous avez déjà entendu parler des haricots mexicains, là. Hein. Il y a des concours d'haricots mexicains. Hein. Haricots qui sautent le plus haut, c'est parce qu'il y a une bruche dedans, il y a un insecte qui fait sauter les badins. Donc, mettez au froid, comme l'ail, oignon, échalote d'ailleurs, à l'abri de la pluie, mais au froid, et là, il n'y a pas de problème, les bruches, ça ne s'est pas développé. Aussi, une précaution supplémentaire, c'est poudrer avec des algues marines. Donc, mettez dans des bacs à claire-voie, à l'abri de la pluie, et poudrer un peu avec des algues marines. Parce que s'il y en a dans l'un ou l'autre qui pourrit ou qui a des maladies, les algues marines vont s'arrêter à ce qui est pourri, il n'y aura pas de communication. C'est surtout valable aussi pour ail, oignon et échalote. Vous mettez ensemble, quelquefois il y en a qui pourrissent et puis qui communiquent à côté. Vous mettez un peu d'algues marines dessus
il n'y a pas de communication. Gilbert, à Yvonne et Charlotte, surtout le mettre pondre où il y a une bonne ventilation. Ventilation et au froid, bonne ventilation et au froid. Ouais. Mais en fait, on les met dans des bacs à claire-voie, là, en dessous, un peu d'algues, au froid. Et si les haricots ne s'hybrident pas, c'est-à-dire qu'on peut refaire de la graine de haricots F1? Ah non. Ah ben, il n'y a pas de haricots F1. Ah non, ils n'ont pas retrouvé quoi faire ces saloperies. Non, je pense pas. À ma connaissance, il n'y a pas de haricots F1. Ni de petits pois. Non, dans les légumineuses, il doit y avoir un problème, sûrement un problème spécial. Peut-être des OGM, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, des hybrides, non. Mais les hybrides ne servent à rien, hein. C'est vraiment de l'argent jeté. Quand vous trouvez une bonne variété traditionnelle adaptée à votre terrain, à votre climat, il n'y a aucun hybride qui se passe ça. Hein. Ça, c'est formidable. Et alors, surtout, le niveau du goût. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens, ben c'est logique, hein. Dans tous les légumes et dans les légumineuses, il y en a qui adorent celui-là, qui n'aiment pas ça. Dans tout, c'est comme ça, chaque variété d'haricots, de petits pois, comme les fruits, ils ont un goût spécial, ils ont un machin spécial, que les gens aiment bien ou n'aiment pas, on ne sait pas pourquoi, mais adapté, ça c'est évident. Alors, si vous le faites toujours, vous choisissez. Ce qui est formidable, par exemple, on a trouvé au Kazakhstan, uniquement là, jusque maintenant, des pommiers, des hautes tiges, des grands pommiers énormes, avec des grosses pommes sucrées, comme les meilleures pommes des sélections qu'on a fait maintenant, qu'on greffe, qu'on fait. Et on sait bien que donc reproduit par pépins. Hein, donc voilà, personne n'a reproduit des arbres, des forêts énormes. On a dit, ben, ça c'est incroyable, parce que par ici, c'est pas. Vous plantez un pépin de pomme, vous avez une pomme sauvage, immangeable, hein, de n'importe quelle variété, c'est impossible. Hein. Alors, pourquoi c'est venu? Ah ben, c'est un ours qui a fait office de jardinier. Alors, il y a rempli, donc c'est un coin rempli d'ours, comme dans mon jardin d'ailleurs, à peu près. Donc c'est tous les forêts énormes, remplis d'ours, et les ours se nourrissent principalement des pommes. Alors les ours sont pas cons, c'est là qu'on a vu qu'ils n'étaient pas cons, les ours. Parce que les ours ont choisi, ils mangent toujours les plus belles, les plus grosses pommes, les plus sucrées. Alors, les ours adorent le miel, tout ce qui est sucré, tout ça, plus sucré. Et donc au fil des ans et des centaines d'années, ils ont toujours mangé que les fruits, les bons, et donc les pépins passaient à travers l'organisme, et c'est cela qui germait. Et donc ils ont fait une sélection naturelle, pas les ours, ce qui fait que, c'est tout de même extraordinaire, hein, voilà une adaptation incroyable. On devrait se référer à ça pour nous, parce que alors pourquoi tout à coup, quelqu'un, c'est toujours bon, ah ben ouais, quand il a sélectionné, il choisit ce qui est bon pour lui, chaque jardinier choisit les variétés et ils améliorent, et donc c'est comme ça qu'on arrive dans des choses, et qu'on ne doit pas passer par les hybrides, les OGM, qu'on a des résultats formidables comme ça, les meilleurs. À condition de ne pas prendre les plus mauvais. C'est ça qu'il faut regarder. Toujours quand on fait ses graines, et c'est pas facile, avec les laitues, avec tout, les machins, il faut toujours repérer les plus beaux, quand ça pousse ordinairement, quand ça pousse, les plus beaux, les plus actifs, ceux qui germent le plus facilement, et tout ça. Alors il faut prévoir des petits drapeaux, hein, des bâtons avec des petits drapeaux. Et pendant que ça fait, on va mettre quelque chose qui pousse bien, on va mettre le petit drapeau à côté pour faire les semences de celui-là, pas les semences de... Mais généralement, il faut, pour chaque catégorie, il faut quand même minimum 2, et même c'est même 3, par exemple 3 pieds de laitue, ou 3 pieds de haricots, pour avoir une très bonne moyenne. Ce n'est pas toujours l'optimum qui donne les bons résultats, il faut une bonne moyenne. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, pour les haricots, si on fait les semences de haricots, on ne peut pas toucher aux haricots, donc sitôt que ça vient, les plus beaux, il faut laisser aller jusqu'au bout. Et ça, c'est contraire à la production. Parce que la production, les haricots, il faut tirer sans arrêt. Au plus vous enlevez, par exemple, les haricots mangent tout, hein, pas des mangent tout. Hein. Au plus vous tirez, au plus il va faire des fleurs. Et au plus il va faire des haricots mangent tout. Si vous arrêtez de tirer, il va arrêter de faire des fleurs. Donc pour les semences, ça, il faut savoir que là, c'est plus beau, c'est bien, mais que vous mettez là, il ne faut pas prélever, c'est pour faire des semences, il va arrêter de faire des fleurs. Tandis que les autres, au contraire, il ne faut pas laisser traîner, il ne faut pas laisser trop grossir. La même chose pour les courgettes. Il faut tirer,
si vous arrêtez de tirer les courgettes, il va arrêter de faire des fleurs. Hein. Donc, il ne faut pas laisser trop grossir les courgettes. Hein. Si, à la fin, alors, je vais parler après dans une autre réunion comment on fait ces graines, à la fin, alors, il faut arrêter de prélever et laisser une ou deux grossir, parce que si vous prélevez plus, il va nourrir ceux qui sont là, mais ils vont arrêter de faire des fleurs et vous aurez des énormes courgettes. Et c'est cela qui donne des bonnes graines, alors, hein. Les grosses courgettes qui vont jusqu'au bout et tout ça. Voilà. Je vais en parler autant vous. Donc, pour les haricots, n'oubliez pas, au plus vous tirez, au plus ça fait des fleurs. Hein. Donc, il ne faut pas arrêter. Hein, on pourrait penser que c'est le contraire, pas épuisé. Non, 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 non. Plus vous tirez, au plus ça va produire. Une question. Oui. Pour les haricots, par ces temps secs, il faut les tremper avant de les planter? Non, non, non. Rien non, du non. tout. C'est par temps mouillé. Ouais, c'est le contraire. Hein, ça n'a pas des visages. C'est par temps mouillé qu'il faudrait les tremper. Mais c'est pas tremper, c'est pas la même chose. C'est pas le meilleur des résultats. C'est le congélateur à moins 18, moins 19. Ça, c'est beaucoup plus utile que les tremper. Tremper, ça... Par temps sec, hein, par tremper. temps sec, mettre au congélateur. Non, 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 non. Non. Par temps sec, c'est le haricot, c'est fait pour le temps sec. Donc, mettez le temps sec, là, il n'y a pas de problème. Et il ne faut pas arroser au-dessus. Non, 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 surtout pas arroser pour les haricots. Si le temps est frais et humide, là, oui, les haricots, ils pourrissent. Mais pas le temps sec. Donc, c'est... Ouais, pas le temps sec. Ben, tous les légumineuses, en général, ont peur du temps froid, frais, humide. Donc, alors là... alors, donc, les mettre... quand ça ne va pas, quand le temps vient frais, ou bien quand on vient plus tard en saison, hein, pour les faire démarrer plus tôt, ou bien quand il fait mauvais, hein, quand il fait frais, trop humide, alors congélateur, 24 heures ou 48 heures, à moins 18. Pour les faire sortir de le monde, ils germent alors 3 fois plus vite. Donc il n'y a pas de temps, après quand on les met dans la terre, il n'y a pas de temps de pourrir, ils germent avant. Après, si les conditions sont mauvaises, ça c'est autre chose. Tandis que l'ancien système, c'était l'eau tiède. Alors, voilà. Mais imaginez, les gens qui ont écrit les livres, l'eau tiède, 24 heures, 48 heures, eau tiède. Hein. Eau tiède, ça veut dire 25 degrés. Ça veut dire que vous devez rester en face de votre poêle, de votre eau, hein, de votre feu, pendant 48 heures ou 24 heures, pour maintenir l'eau. Ouais, hein, parce que l'eau, elle ne va pas rester comme ça à 25 degrés. Hein. Donc c'est un travail fou de tremper. Mais quelquefois, dans les livres, on écrit des conneries comme ça. Souvent, c'est des gens qui n'ont jamais fait de jardinage qui font les livres de jardinage. Et de génération en génération, on reproduit des conneries comme ça. Hein. Eau tiède pendant 24 heures, 48 heures, comme si ça allait de soi. Hein. On met de l'eau tiède et que cette eau tiède, elle va rester tiède. Hein. Non, hein. Ça demande un travail fou. Hein, et scientifique, hein, il faut tellement mettre. Ouais. C'est mieux congélateur. En congélateur, il n'y a pas de problème. On met le sachet tel quel, n'importe quel. Même pour les autres légumes, hein. Les sachets qu'on a à 24 heures ou 48 heures, et puis... voilà. Bon, c'est pas la peine quand tout va bien, mais je dis, surtout qu'il y a un problème, ou des graines qui sont difficiles à germer, tout ça, ça c'est l'idéal, maintenant qu'on a le congélateur. Ouais. C'est valable pour n'importe quelle graine? Ouais. Congélateur, ouais. Ça ne fait pas de... Quelle que soit l'origine. Jusque maintenant, j'ai jamais entendu de truc contraire. Ouais, et même si on ne les met pas, je ne vais pas dire d'une année à l'autre, ça on n'a pas encore l'expérience suffisante. Mais même si on ne les met pas tout de suite, la même année, même si on les a mis, qu'on met une partie, qu'on ne met pas tout, et qu'on met une paire de mois après, la même année, ça marche, il n'y a pas de problème. L'année d'après, je ne sais pas. Ça, je vais parler. Ouais. C'est clair? Ah bon, bah. Ah, si tout le monde a compris, je ne vais plus devoir faire rentrer des haricots. Hein. Bon, là, je fais... Alors, mais je ne vais pas en parler parce que j'ai plus de graines. Alors les gens ils vont aller dans la boîte, il n'y a plus rien. Hein. Mais je dis quand même, pour les années prochaines, retenez, si vous n'avez pas encore mis, le meilleur haricot du monde et le seul haricot vivace, qui est une mutation des haricots d'Espagne, c'est le haricot orteil de prêcheur. Je pense qu'il y a encore un paquet, je pense. Il y a quelqu'un qui est. C'est moi qui le connais. Non. D'accord, le bec. Ah ouais. Ah, quoi On en a déjà 4 qui pillent, mais il en reste encore là-bas. Ah ouais, bon. Mais ici, c'est limite maintenant. Hein. Après, il va être trop tard. Hein. C'est limite. Je peux vous Elle dit c'est envoyer limite. 1 kilo d'Espagne que j'ai obtenu dans mon jardin. Les hôtels de prêcheurs? Oui.
Donc c'est un haricot formidable. Donc c'est une mutation d'haricot d'Espagne qu'on a trouvé à Jean-Blou, en Belgique, par hasard. Et donc ça fait une racine tubéreuse énorme, ce qui fait que quand la température, je veux dire l'hiver, ça ne dépasse pas le -5, hein, par exemple, pour donner une idée, mais ça peut être parce que ça dépend, si c'est fort humide, ça gèle plus tôt, si c'est sec, ça peut résister jusqu'à -10, hein, ça dépend des conditions. Mais enfin, c'est le seul vivace, il fait une grosse racine, et souvent au printemps, il repart. C'est le seul haricot qui fait ça. Mais en plus, moi je trouve que c'est le meilleur haricot du monde, même meilleur que le haricot à cassoulet, que le tarbé, tout ça. Il est énorme, c'est comme une petite prune. Hein. Vraiment, énorme, hein. Il est énorme. Mais vraiment, manger ça comme dessert, tellement c'est goûteux, tellement c'est bon. En plus, c'est du costaud, que c'est incroyable. Donc la plante monte à 5-6 mètres de haut, si on la laisse monter à 5-6 mètres, elle va monter à 5-6 mètres, mais puis après ça retombe. Donc, il ne faut pas avoir peur, n'importe quel support, c'est parti. Et alors, on peut la laisser au jardin toute l'année. Donc, il ne faut pas la cueillir, il ne faut pas la rentrer. Mieux, ce n'est pas la rentrer l'hiver. C'est laisser l'hiver, là, et aller le cueillir à fur et à mesure qu'on a besoin l'hiver. Donc, ça fait des gousses, 50-60 cm comme ça. Hein, donc, on va tirer à fur et à mesure, on fait, et puis on prépare pour les mettre trempés. Quand ils trempent, ils viennent 2-3 fois plus gros. Hein, c'est déjà énorme. Mais je vous assure, comme dessert, c'est rien de meilleur. C'est vraiment... Allez, c'est vraiment bon, pas dur, c'est savoureux, vraiment c'est savoureux. Donc je commence ça. Parce qu'il a manqué de parties à un moment donné, il n'y avait plus qu'au club ici qu'on savait encore se procurer, et on refaisait les graines. Puis tout à coup, comme il y a eu une demande, les Hollandais ont remis ça sur le marché, ils ont trouvé les graines, ils repartent. Et donc maintenant on en trouve de nouveau dans le commerce. Mais à un moment donné, ça avait disparu. Donc c'est quelque chose qui a risqué de disparaître. C'est quand même extraordinaire. Ouais. On le trouvait à Côte-toujours en Flandre. Hein? On le trouvait à Côte-toujours en Flandre. Ah ouais? Le Bourenten. L'orteil de fermier, quoi. Ah ouais, ouais. Alors on a appelé ça orteil de prêcheur en Belgique parce que les prêcheurs, c'était des moines, enfin des gens de tout ça, qui allaient prêcher les missions dans les églises, comme ça, une fois tous les 10 ans, on faisait des prêches, machin, pour faire peur aux gens, pour l'enfer et tout le bro. À ce moment-là, il y avait encore un enfer. Hein, et alors, ces gens avaient des sandales où on voyait leur gros doigt de pied. Et l'orteil de prêcheur, le haricot ressemble au gros doigt de pied de ces moines, l'orteil de prêcheur. Voilà, de là vient le mot. Mais je vous assure, ça vaut la peine. Celui qui ne l'a pas, retient ça pour l'année prochaine. Et donc, c'est le dernier qu'on peut mettre aussi, jusque maintenant, même encore maintenant, limite, hein, parce que ça, même en automne, ça pousse. Alors que les autres haricots, quand la température descend en dessous du 20, ça commence à devenir un peu difficile. Ceux-là, même à 10 degrés et tout ça, ils continuent de pousser et de faire des... Ouais. Et les derniers, si on les laisse sur les supports, et bien cette année, ce sont... Enfin, après, avec le temps, c'est ça. Ils s'effritent. Ils tombent, et bon, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai pas récolté, tout à coup, la première année, tout à coup, il est tombé sur le sol, et puis bouf, c'était reparti. Ah ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions sur les... Est-ce que les haricots peuvent se marcoter quand ils sont grimpants, par exemple? Ça se quoi? Marcoter, quand on les fait raciner sur un autre support. Par la tige. Non, je pense pas. Non, je sais pas. Il y a une autre question derrière. Je sais pas. Quand ils sont frais, si vous les récoltez, je sais pas, en septembre ou chose comme ça, vous devez quand même les faire... Ah non, pas en septembre. Hein. Les haricots, au taille de pêcheur, en tout cas pas avant octobre, et même novembre. Hein. Récolter en octobre, d'accord. Ah ouais, pour les laisser aller jusqu'au bout. Parce que même à l'automne, octobre, novembre, ils poussent encore, ils sont encore verts et tout. Et donc, il faut laisser... Cela, c'est un qu'il faut laisser jusqu'au premier gelé. Il s'arrête seulement de pousser et de faire au premier gelé. À partir de ce moment-là, on récolte, ça fait des mesures qu'on a besoin. Par contre, depuis qu'il fait fort chaud, j'arrive plus à les faire germer. Ça allait jusqu'en juin, quelque chose comme ça, mais en juillet, j'y arrive plus du tout. Ils germent plus. Ah non, c'est les quoi? Les haricots quoi? En tête de prêcheur. Il n'y a rien qui germe quand il fait Ah bon? Ouais, il fait trop chaud, peut-être trop sec. Oh non, normalement non. T'as pas peur du chaud. Ni du chaud, ni du sec. Ah, ça c'est curieux. Ah ouais, ça c'est curieux, ouais. Ou bien alors ils ont perdu leur faculté germinative ou quoi? Non, c'est ça que j'ai fait, c'est le même paquet, donc ceux d'avant ils étaient... Un paquet vous avez pris ici? Oui. Ah ouais, non, ils ont pris. Ah non, j'ai pas une misère, donc tout le monde a... Ah ouais, non.
Ah, c'est curieux, ouais. Je sais pas, ouais. Ou ils ont été mangés, non? Ah oui, ça c'est possible, hein. Ouais. Ça c'est possible. Hein. En fur et à mesure, par les limaces qu'on s'en sort, ou bien par les musaraignes, les mulots, les campagnols. Oui, voilà. Ouais, les musaraignes, pas. Hein. Les musaraignes, c'est uniquement carnassiers, carnivores. Donc les souris avec des... Insectivores. Hein. Avec le museau long comme ça c'est à protéger. Hein, c'est uniquement insectivore. Hein, mange la viande. Mais les mulots, les campagnols, ça c'est possible. Hein. Est-ce que les musaraignes ne mangent pas aussi les vers de terre? Ah si. Ah si, bien sûr, ouais, mais il n'y a pas de problème. Moi, par exemple, j'ai 3 kilos de vers de terre au mètre carré. Donc ils peuvent y aller. Hein. J'avais du fumier chez moi et j'ai retrouvé des musaraignes, mais ça, vers de terre dedans. Oui, ils mangent le ver de terre, c'est un carnassier, si. Mais ils préfèrent les insectes vivants. Enfin, il y a toujours des préférences. Hein. C'est comme le perle-soleil. Hein. Le perle-soleil, c'est un carnassier aussi formidable. Alors, il faut vraiment qu'il ne trouve plus d'insectes, plus de pucerons, plus rien, plus tout ça, pour qu'il s'attaque à certaines fleurs ou à certaines plantes. Sinon, ils ne touchent jamais. Ils préfèrent la nourriture carnée, donc ils ne vont jamais toucher. Et dans un jardin bien vivant, ce n'est pas les insectes qui manquent, hein, de toutes sortes. Hein. Donc là, on n'a pas beaucoup de problèmes. Hein. Bon, continue. Ouais. Alors, on est parti dans les semis. Il y a l'aide mémoire là-bas qu'il faut prendre juillet août. Hein. Sur la table là-bas, il y a l'aide mémoire. Hein. Alors, les semis urgents. Je commence toujours par ça. Hein. Pour celui qui ne l'a jamais fait, il y a encore temps, mais c'est dans les urgences. C'est à faire vraiment le plus vite possible dans les jours qui viennent. Les choux brocolis âgés. Âgés, ça veut dire pas qu'ils sont vieux. Hein. Voilà. Âgés. J-E-T-S. âgés. Hein, qui font des G. Choux brocolis âgés. La plupart d'origine italienne. Alors ça, c'est formidable. Donc ça se met maintenant. Et c'est des brocolis que vous mangez, les plus actifs à Noël, en plein hiver, et puis janvier, février, mars, jusque Pâques et même plus tard. Donc c'est un chou brocoli qui n'est pas petit, donc qui monte, ça fait 1 mètre, 1 mètre 50, il y en a qui font, avec des jets. Donc on mange les petits brocolis, ça veut dire les choux-fleurs qui poussent au bout des tiges, mais on mange aussi avec les jeunes tiges. Et ça produit sans arrêt. Ça, il faut chercher toujours à avoir des légumes, je veux dire, à ne pas devoir utiliser au le minimum. Nous, on n'utilise plus du tout le frigo, le congélateur et tout ça pour les fruits et les légumes. Donc, il faut essayer. Et il y a moyen d'avoir des légumes frais, je veux dire, toute l'année. Pas autant qu'en plein été. C'est en plein été, juillet, août, septembre, octobre, là, le maximum de biodiversité. Mais je veux dire, en hiver, le jardin, il doit être rempli et l'été. Donc, maximum de produits frais. Et voilà un des trucs. Chou brocoli âgé pour avoir des légumes frais toute l'année. Donc, vraiment intéressant. Ça n'a pas peur du froid, du gel, de rien du tout. Donc, chou brocoli âgé. Donc ça, c'est les rubriques que je dis. Il faut les chercher dans le catalogue, alors, parce qu'il y en a. Donc, tout ça semer maintenant, urgent. Hein, il faut les semer le mois passé, urgent. Et vous allez voir à quel moment il y en a qui commencent à être comestibles. Il y en a que c'est à partir déjà de Noël, et puis il y en a que c'est plus tard. Voilà. Il y en a de toutes les couleurs. C'est des plantes magnifiques et tout. Voilà. Chou brocoli âgé. Chou brocoli tige, je crois aussi qu'il y a. L'autre nom, c'est chou brocoli tige ou âgé. Alors, les choux d'hiver non paumés, qu'on appelle, j'aime pas ça, mais tout le monde parle de ça maintenant, les kale, ils disent les kale. Ça s'appelle K-A-L-E. Voilà, tout ce qui est américain, là, américain, non. Mais c'est anglais, c'est de tout, là, voilà. On ne va pas tomber dans l'américanisme primaire, mais enfin, je préfère qu'ils restent chez eux plutôt qu'ils viennent chez nous. Voilà, tout ça, ben, c'est pas... Pardon ? C'est un goût différent, c'est un goût bien particulier. Oui, et il y en a. Donc, c'est dans les choux d'hiver non paumés. Donc, c'est la rubrique dans le catalogue, c'est ça. Hein. Choux d'hiver non paumés. Mais il y en a de par ici. Hein. Il y en a des. Je veux dire, il y en a des Flamands, il y en a des Belges, de tous les pays du monde. Mais les gens sont venus en demandant qu'ils n'avaient pas trouvé ça dans le catalogue. Mais ils disent, bon, ben, c'est ça, pour finir, c'est ça. Et il y en a maintenant des magnifiques. De toutes les couleurs aussi, de toutes les tailles. Donc, c'est des choux d'hiver qui ne gèlent absolument pas. Donc, il faut semer ça maintenant et manger ça tout l'hiver et tout le printemps, comme les choux brocoli tige. Donc, au contraire, souvent,
lesquels, là, les choux, il leur faut du froid pour venir bon. Au plus il y a froid, au plus ils en gèlent, au plus ils viennent bons et tendres et sucrés. Hein, donc là, beaucoup sont d'origine sibérienne. Donc ils viennent de Sibérie, tout ça. Vous allez voir, la moitié au moins viennent de Sibérie, il y en a d'autres un peu de tout le... C'est vraiment quelque chose à redécouvrir. Mais pour les animaux, c'est formidable. Même si on ne veut pas les manger, celui qui a des poules, des lapins, pour avoir des machins frais pour tout l'hiver. Mais il ne faut pas les manger avant certaines périodes, il faut les premiers gels. En tout cas, pas manger avant les premiers froids. Au plus il va faire froid, après, plus il va être meilleur. Si on les mange avant, on peut, hein. Mais il faut... Il y a comme ça des écologistes très courageux, hein, qui mangent n'importe quoi. Mais là-dessus, c'est dur. Là, c'est dur. Bon, on peut toujours... Tout ce qui est un peu dur, hein, bonne couche de mayonnaise, hein, voilà. Ou bien tremper dans le picalili. Enfin, il y a toujours des moyens. Hein, mais, alors, toujours les urgences. Hein. Les choux raves. Alors, les choux raves, donc c'est pas les rutabagas, c'est pas les choux navets, hein, les choux raves. Choux raves, il y a une racine, il y a une bouboule, et les tiges, ils viennent directement sur la bouboule. C'est beaucoup cultivé en Allemagne, en Hollande, dans les pays de l'Est, beaucoup. Et c'est vrai avec raison, parce que c'est très bon. Jusque maintenant, il y avait des petites variétés, il fallait manger quand ça ne dépassait pas la taille d'une grosse orange. Parce qu'après, ça devenait fibreux. Sinon, c'est juteux, c'est sucré, c'est très bon. Maintenant, il y a une variété, donc il y a toujours ces variétés-là, qui sont un peu plus rapides, hein, dans le catalogue, petits, mais qu'il faut manger justement petits, avant qu'ils viennent très gros. Mais maintenant, il y a une variété allemande, Super Schmelz, ça s'appelle, qui peut arriver jusqu'à 10 kilos, et qui reste toujours non fibreuse, juteuse, sucrée, comme un fruit. Donc on a des gros bazars, on peut découper au couteau des tranches, des trucs et manger comme ça. Vraiment, c'est très bon, ça à recommander. Donc c'est toujours dans les urgences. Hein, il aurait fallu... Bon, hein. Haricots nains mangent tout. Il y a encore moyen. Donc plus les rames, c'est trop tard. Mais les nains mangent tout. Là, il y a encore moyen maintenant. Dans les jours qui viennent, toujours dans les urgences. Hein, haricots nains mangent tout. Il y a une variété qui est formidable. Ça s'appelle Mini d'or. Une variété jaune. Mais alors, ça fait des années qu'on la cultive. Elle est formidable au niveau du goût, au niveau de production est phénoménale. Mais elle ne va bien que quand il fait vraiment bon. Je dis parce que si on me met trop tôt, j'ai déjà essayé, ça fait plusieurs années, alors maintenant je suis sûr que c'est ça. Parce que chaque fois que je sème, que je mets en pot, en bac, je mets toujours plusieurs variétés. Ça fait plusieurs années. Et Mini d'or ne marche jamais quand c'est pas vraiment bon. Quand la température, je veux dire, n'est pas au-dessus de 20. Certainement. Et même autour de 25, mais 20. Mais quand il fait bon, là, comme par exemple maintenant, hein, il fait vraiment chaud et tout, comme truc de rattrapage et tout, parce que ça ne vient pas très haut, très grand, mais c'est rempli, c'est vraiment très abondant. Alors maintenant, c'est formidable. Et au niveau du goût, de la production, c'est bon. Donc, mais on peut essayer les autres, hein, tout ça. Hein. Mais celui-là est à recommander vraiment, comme maintenant, là, dans les trucs tardifs. Là, pour celui qui aime bien les jaunes. Hein, les haricots beurre, on dit, hein, les haricots mangent tout jaune. Hein, ouais. Il fonctionne sous serre? Sous quoi? Sous serre. Sûrement, oui. Ça doit être, à mon avis, mieux adapté en serre parce que c'est plus petit, ça aime bien la chaleur. Donc, là, il faut qu'on l'essaye. Je ne sais pas. Ouais. Je ne suis pas sûr. À première vue, ouais, ça devrait aller, il faut l'essayer. Oui, par exemple, et même si on met sous serre, on aurait encore, à mon avis, tout le mois. Alors. Moi, je n'ai pas pensé à ça, mais si ça marche, les haricots sous serre, donc on a encore le temps tout ce mois-ci pour les mettre. Alors, ouais, c'est pas, je dis, c'est pas urgent. Alors, sous protection. Mais normalement, sous serre, les serres, ils sont remplis. Il n'y a plus beaucoup de place. Il y a que de la place dans les serres. Alors, semi-urgent, les carottes. Là, urgent. Hein. N'importe quelle variété. Hein. Les demi-longues, les longues, là, c'est urgent. Hein, pour avoir. Donc, c'est les carottes pour manger fin d'automne et pendant l'hiver. Hein, donc, urgent. Alors, les poirées, les bêtes. Blettes, bêtes. Poirées, c'est la même chose. Hein, même, alors, surtout, je veux dire surtout, c'est pas que c'est meilleur, mais ça résiste à tout, ça résiste même au gel et tout ça, même à des fois le gel, c'est les poirées, les bêtes à couper. C'est une production phénoménale, formidable. On coupe sans arrêt. Ce qui est mieux coupé, même, c'est tirer les feuilles, les grandes feuilles tout autour, laisser le cœur, et vous avez
quasiment toute l'année, ça. Jusqu'au moment, vous semez maintenant, vous en avez jusqu'à ce que ça va monter en graines l'année prochaine, je veux dire vers Pâques. Donc là, les autres poirées, les plus grandes, c'est bon, c'est beau, mais s'il y a une forte gelée, il faut déjà une forte gelée, sinon ils vont disparaître. Tandis que les poirées à couper, pas. Donc, mais maintenant, donc, dans les urgences, tous les poirées, on peut mettre. Voilà. Alors, c'est les poirées vertes qui, au niveau du goût, sont les meilleures. Donc, les poirées, les vertes, ou les blanches et vertes. Les poirées de couleur sont formidables. Formidables, mais à la vue, pour le moral. Il y en a maintenant de toutes les couleurs, des rouges, des jaunes. C'est magnifique. Mais c'est moins bon. Ils sont tous comestibles, mais c'est moins bon. Ça ressemble plus le goût d'une betterave fourragère, quelquefois. Donc, c'est comestible, mais c'est moins bon. Hein, donc, tandis que les meilleurs, c'est ceux-là avec un feuillage bien vert et des cartes blanches. Hein, donc, vous faites là, ouais. Et alors, les arroches. Dernier délai, urgent, les arroches. Donc, arroche, ça veut A-2-R-O-C-H-E-S. Arroche. Très ancien légume. Un des plus anciens légumes qu'on a complètement oublié. Et pourtant, c'est vraiment un légume, un épinard d'été. Donc, mais ça monte, donc 1 mètre 50, le long d'une grosse tige comme ça, tous les grandes feuilles autour. Donc, de toutes les couleurs. Mais c'est la verte la plus productive aussi. Donc, c'est la roche verte qui est là. Voilà. Donc, on peut consommer dans les urgences, mais on aurait pu semer avant. Et donc, on tire les grandes feuilles à partir du bas, les plus grandes feuilles à fur et à mesure, et ça leur fait des feuilles sans arrêt. Et eux non plus, ce qui est intéressant, ça n'a pas peur de la chaleur et du soleil. Hein, donc, voilà. Et de la sécheresse. Pardon, de la sécheresse. Donc, c'est des légumes intéressants. Il y a encore le temps de les mettre maintenant. Celui qui n'a jamais mangé ça, et c'est très doux, très bon. Hein, donc, c'est un peu le goût comme la tétragone, comme l'épinard de Nouvelle-Zélande, hein, comme un épinard doux. Hein, beaucoup meilleur qu'un épinard ordinaire. Hein, bon. Et les épinards, en été, c'est impossible. Hein, je dis pour celui qui veut mettre... quand la température dépasse les 20... Je vais en parler, non. Quand la température dépasse les 20 degrés, les laitues ne germent plus. Les chicorées ont beaucoup de difficultés. Le cerfeuil ne germe plus. Enfin, tous les légumes de froid, de frais, au-dessus de 20 degrés, ils ne germent plus. Donc il faut attendre bien, il faut les faire germer dans une pièce fraîche, hein, où il y a beaucoup d'eau. Mais sinon, voilà. Donc il ne faut pas être étonné que maintenant, par exemple, tous les laitues montent en graines et tout ça. Donc s'il faut refaire des laitues, que ça ne vient pas, il ne faut pas être étonné. Hein, quelquefois, certaines variétés de laitues qu'on sème au printemps, tout ça, et quand il fait chaud, ils ne lèvent pas, et puis tout à coup, ils lèvent à l'automne. Hein, celles qu'on a semées, ils lèvent à l'automne, ils ne lèvent pas. Voilà. Donc les laitues, là, c'est des légumes de froid, hein, de frais, hein, pas de chaud. Hein. Là, pour ça, continuez. On va éballer les laitues, voilà. Donc les urgences, c'est fini. Enfin, fini, ouais. Donc maintenant, je vais parler des légumes semis du mois. Enfin, du mois, à partir de maintenant, donc c'est pas dans les urgences, c'est machin. Et les laitues, voilà, les laitues. Alors, pour choisir, ombragé, donc mi-ombre, et humide. Sinon, tatin, hein, pas de laitue. Hein. Donc, celui qui veut, alors, voilà. Donc, pour avoir des laitues toute l'année, il faut être un bon jardinier, hein. C'est pas facile. Hein. Donc, alors, moi, je recommande les plus costauds, les plus résistantes, aussi bien au froid qu'à la chaleur, c'est dans les laitues à couper qu'on les trouve. Donc, c'est dans les laitues à couper les plus... Machin. Mais, c'est pas évident. Et, bon, les autres, il y a des Batavia, il y a des Romanes, il y en a, soi-disant, plus les dire. Ouais, il faut essayer. Mais moi, ce que je recommande, je dis pour être sûr, ou à peu près sûr d'avoir des laitues toute l'année, tout le temps, c'est de mélanger plusieurs variétés de laitues à couper, ou plusieurs variétés de Batavia, ou plusieurs variétés de Romanes. Donc, pas une. Choisir celle qu'on veut, plusieurs variétés, 3, 4, 5 variétés mettre ensemble, et semer quelque part. Pour avoir plus de chances qu'il y en a une là-dedans, une ou deux, peut-être tous si on a de la chance, mais au moins une ou deux qui vont être là. Hein, donc, mais moi, je recommence ça pour tout, depuis le début de l'année. Parce qu'on ne sait jamais par ici comment... on ne sait jamais. Ici, on voit des écarts. Ici, il y a eu des écarts de 20 degrés sur une semaine. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais des écarts de 10 degrés sur une semaine, c'est courant. Hein. On sait avoir les 4 saisons, presque les 4 saisons sur une semaine. Donc, les variétés sont toujours mieux adaptées à l'autre au froid, à la chaleur, à la sécheresse, et tout ça. Donc, mélangeons dans tout. Jamais mettre une seule variété, parce que si les conditions ne sont pas réunies, tatin, on n'a rien. Mélanger plusieurs variétés. Et quand on les connaît, ça ne fait pas de problème, on les connaît, soit par les couleurs,
Par exemple, si vous voulez, vous mettez une verte, une rouge, de bazar, donc vous savez, vous ne devez pas avoir le bazar. Voilà. Moi, je commande toujours ça. Donc, tout mélangé et tout ça. Et les graines sont valables. Il est marqué dans le catalogue le durée de germination. Donc, si vous ne savez pas semer tout cette année, c'est encore valable l'année prochaine. Les laitues, je crois, c'est 3 à 5 ans. Jusqu'à 3 ans, pas de problème. Donc, il ne faut surtout pas jeter, parce que toutes les maisons de graines, là, ils disent jetez vos vieilles semences, regardez, tout ça. Jamais. Hein. Il y a même très souvent, il n'y a pas beaucoup de variétés que les graines de l'année sont les meilleures. Il n'y a pas beaucoup. Il y a juste les ail, oignons, échalotes. Légumineuses. Non, pas légumineuses, non. Il y a juste ça. Poireaux, que les graines de l'année sont les meilleures. Mais c'est encore valable 2 ans. Mais c'est les graines de l'année, la deuxième année, il y a déjà 25% au moins de germination. C'est encore valable. Voilà. Mais la plupart des autres, par exemple, les laitues, c'est les semis de laitues de 3 ans et 4 ans qui donnent les plus belles laitues paumées. Par exemple, vous dites. Donc, les carottes, c'est les graines de 2 ans et 3 ans qui donnent plus de carottes que de feuillage. Les graines d'1 an donnent plus de feuillage que de carottes. Donc c'est pas... On en fait quoi? On avait une feuille, je ne sais même pas s'il n'y a pas dans une des revues, là, des brochures qu'on donne là, s'il n'y a pas le meilleur nombre d'années pour les semis. Pas dans celui-là. Dans l'autre, peut-être. Je ne sais plus si j'ai mis là-dedans. Si je ne l'ai pas mis, je vais devoir rechercher mon info pour refaire cette feuille-là, parce que les gens pensent qu'ils jettent leurs graines ou ils pensent que c'est pas bon. Non. Et donc les légumineuses aussi, c'est 2 ans ou 3 ans les meilleures graines. Et aussi pour que ça ne monte pas. Et tout ça. Et donc là-dedans, les melons, c'est 3 ou 4 ans, les pastèques aussi. Donc c'est pas les jeunes. Les jeunes melons, les graines d'1 an et 2 ans, font beaucoup de verdure et pas beaucoup de melons. Les autres, 3, 4 ans, sont moins vigoureux en feuilles et les melons, ils viennent plus tôt. Donc il y a tout plein de trucs. Attention aux scortionnaires. Hein. Ils doivent être semés absolument. Oui, scortionnaire, oui. Maximum, c'est 2 ans. Voilà. Ouais. Il est marqué dans le catalogue le taux durée germinative. Donc, si ce n'est pas là-dedans, je vais une fois vérifier si le meilleur de... On a une fois sorti la feuille de ça et tout ça, mais la durée germinative. Ouais. Par exemple, pour il ne faut pas être étonné, par exemple, la salade de blé, c'est 3 et 4 ans. Les meilleurs. Quand on sème des graines de 3 et 4 ans, ils germent tout de suite. Quand on sème des graines de l'année, des fraîches, ils mettent 1 mois ou 2 mois pour germer. Hein, donc, c'est pas comme ça évident, les trucs. Alors, donc on est dans les semis du mois. Donc les laitues, les choux de Chine. Alors les choux de Chine, c'est le plein moment, juillet, août. Avant, quand on les sème avant, ils risquent de monter plutôt en graines. Maintenant, là, il faut savoir, donc tous les choux de Chine, il y en a beaucoup. Donc c'est des vrais choux, mais des choux qui ont un goût de laitue, très doux, mais avec toutes les propriétés du chou. Toutes les propriétés, je veux dire, au niveau de la santé, de tout. Hein, donc les choux de Chine, les choux à couper, donc toujours le semis du mois, donc choux à couper. Le fenouil, le fenouil, comme ça maintenant, il ne va plus monter en graines. Avant, c'était un risque, celui qui aime bien le fenouil. Je parle de fenouil à bulbe, hein, pas du fenouil. Là, je recommande celui qui n'a pas de mettre du fenouil vivace. Il faut les voir, c'est magnifique comme plante dans le monde. Le fenouil bronzé, le fenouil, ça fait des plantes de 2,50 m, 3 mètres de haut, avec une odeur, quelque chose de formidable, vraiment. Et c'est vivace. Donc les fenouils sauvages, je veux dire, c'est vivace. Une fois, on en semé une fois, ça repousse tous les ans. Ici, je parle de fenouil à bulbe. Donc, 4 légumes en un, fenouil. 4 légumes en un. On peut manger la racine, qui est une racine pivotante. Donc, ça ne va pas très bien à repiquer. Il y a beaucoup de ratés même. Ça ne va pas bien du tout même. Il faut vraiment choisir de semer en place, hein, le fenouil. Même en pot, je veux dire en godet, même sans repiquer à nu, ça ne va pas très bien. Donc, semer en place. Donc, à ce moment-là, ça fait une racine comme la scortionnaire, comme le salsifis, qui est un légume en part entière, je veux dire un goût à part, hein, vraiment à part. Puis il y a la boule, qui est légèrement anisée. Donc la boule, c'est pas une vraie boule, hein. C'est des feuilles mises comme ça, tassées. Hein. Donc c'est légèrement anisé, même quelquefois pas anisé du tout. Puis il y a les feuilles,
qui, elles, sont fortement anisées. Je parle toujours de la même plante. Hein. Les feuilles qu'on peut utiliser, elles sont fortement anisées. Et puis, il y a les semences, qui ont aussi un goût spécial, aromatique. Donc, il y a 4 goûts en un même légume. Donc, quelque chose à redécouvrir. Entre parenthèses, ça ne sait pas être mauvais pour la santé, parce que c'est avec ça qu'on fait le pastis. Je le dis à tout hasard, celui qui veut faire lui-même son pastis, et même faire un pastis non alcoolisé, Voilà. avec du fenouil, hein, c'est faire une espèce de tisane, de boisson. Tisane, c'est un mot drôle, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Une infusion. Hein? Une infusion. Une boisson comme ça. Là. Donc, laisser tremper des feuilles de fenouil dans de l'eau et tout ça. Donc, celui qui aime bien le goût anis, hein, le goût anisé, il y en a qui ne supportent pas du tout. Hein. Ou bien on aime bien, ou bien on n'aime pas du tout l'anis. Hein. Mais c'est un très très bon digestif. En tout cas, très très bon digestif. Voilà. S'il y a des questions, ou bien des gens qui savent mieux que moi, il faut dire, hein, certaines préparations anisées, non. Donc fenouil, voilà. Chicorée, alors là aussi ça commence, c'est plein moment pour les chicorées. Chicorée, c'est quoi? C'est les chicorées scaroles, les chicorées frisées, les chicorées sauvages, genre pain de sucre, tout ça, les chioggia, les chicorées sauvages italiennes, ça résiste à tout. Hein. À toutes les chaleurs, à tous les bordages. Ça passe l'hiver, vous en avez encore au printemps et tout. Tandis que les scaroles, les chicorées scaroles, les chicorées frisées, pas. Hein. Ça résiste à quelques degrés en dessous de zéro, -1, -2, pas plus. Tandis que les chicorées sauvages italiennes, eux, résistent à tout. Hein. Ils vont passer l'hiver, hein. Donc ça fait des boules, ça fait ou bien des petites rosettes et tout. Donc vraiment, ça résiste au chaud et au froid. Hein, donc, mais c'est maintenant. Si on les sème souvent, avant, ils montent en graines. Maintenant, c'est le bon moment. Juillet, août, hein, c'est magnifique. Hein. Donc les chicorées scaroles. Il est trop tard pour les huitlof. Ah ouais. À mon avis, hein, les chicorées, pour faire les huitlof, les chicorées qu'on appelle en France les chicorées endives. Les chicons. Les chicons, ouais. Mais tous les autres chicorées, la scarole, les frisées, tout ça. Ouais. Alors, les moutardes, épinards, pas les moutardes, pas les épinards, hein, eux au-dessus de 20, là, ça, ils vont lever, s'ils lèvent, ils vont monter tout de suite en graines. Mais les moutardes épinards, qui est un légume asiatique, donc il vient de Chine, du Japon. Oh, cette année, j'en ai trouvé l'année passée, il y en a tout plein dans le catalogue. Mais c'est vraiment intéressant. Donc ça se mange comme une laitue légèrement, enfin ça dépend même, légèrement piquante, mais pas toujours. Il y en a qui sont piquants un peu comme le cresson, il y en a d'autres qui sont plus proches de la laitue que du machin. Mais c'est de la famille, une grande famille des moutardes. Et les pays asiatiques ont développé beaucoup ce genre de moutarde. Par ici, on a la moutarde noire, la moutarde blanche, avec laquelle on fait la moutarde. Dans les pays asiatiques, on a développé ça comme un légume, comme la laitue, comme tout ça. Donc ça résiste aux chaleurs, mais en plus, par ici, ça résiste au froid. Donc ça passe l'hiver, et donc vous avez ça tout l'hiver, et donc il y en a qui viennent hautes, grandes, il y en a un peu de... Il faut regarder dans le catalogue de toutes les sortes. Vraiment, ça c'est à recommander. Donc, vous avez tout l'hiver et tout le printemps. Mais aussi en automne, bien sûr. Si vous les mettez maintenant, vous avez en automne. Quelquefois, s'il fait trop chaud et trop sec, si vous les semez maintenant, il continue à faire trop chaud et trop sec, ça se peut qu'il monte en graines prématurément. Donc, il faudrait peut-être attendre que la vague de chaleur elle est passée pour le mettre, pour être sûr qu'il ne faut pas recommencer le semis. Hein, voilà. Donc, ceux qui aiment bien, épinards, c'est humidité et chaleur. Comme les choux de Chine, d'ailleurs. Humidité et chaleur. S'il y a des questions, il faut demander, hein, si ce n'est pas clair. Mais là, il y en a, je ne sais pas, au moins une vingtaine dans le catalogue, vous trouvez, parce que c'est formidable. Et de toutes les couleurs, et de tous les goûts, ah ouais, ça vaut la peine. Alors, les navets, le début, hein. Enfin, on peut avoir des navets toute l'année, bien sûr. Mais les navets pour la provision d'hiver, je veux dire, et pour avoir des gros navets, c'est maintenant. Mais les navets, comme ça, maintenant, on va avoir des gros navets. Les navets, ils peuvent arriver au kilo, même à 2 kilos, hein, en automne. Mais ceux-là, on ne sait pas les conserver. Hein. Donc, c'est des navets, les navets comme ça, maintenant, c'est pour manger en automne et au début de l'hiver, je veux dire. Après, quand ils commencent, je veux dire, jusqu'à -5, après, même avant. Non, jusqu'à -5 quand même, ça résiste. Mais les gros, ils éclatent. Alors, pour avoir
des navets frais, je veux dire, si on les rentre, si on les met à l'abri, ou bien si on met un voile de forçage, même sur les gros, ils peuvent résister, hein, mais il y a un risque d'éclatement. Alors il faut attendre fin août, début septembre, pour semer les autres navets. Vous allez avoir des plus petits navets, au mois d'août, donc de la taille d'une orange, mais ceux-là, ils vont passer l'hiver. Ceux-là, ils ne vont pas geler. Donc, avec les mêmes variétés, hein, les mêmes trucs. Hein, selon, donc, ça dépend du moment du semis. Mais les semis qu'on fait au printemps, par exemple, ça peut devenir des navets énormes, hein, mais ils ne restent pas là. Ils éclatent, ils s'ouvrent, ils font... navets, contrairement à une croyance populaire, il n'y a rien de plus tonique que les navets. Faire des cures de navets pour se retaper, il faut manger des navets crus. Des navets râpés ou des navets crus comme ça. C'est un vrai tonique. Hein. Donc, le truc en disant de quelqu'un qui a du jus de navet dans les veines, c'est tout à fait faux, parce que le jus de navet, c'est quelque chose de vraiment très tonique et tout. On fait des cures pour les gens un peu faibles. Si vous vous sentez un peu faible, là, croquez des navets crus, vous allez voir. Et il y a des navets très bons, très sucrés. Dans les navets, il y a de tout, hein, aussi. Tout, faut m'interrompre, hein, si c'est pas clair, si il y a une demande de... Non, bon. Après, c'est le choix. Il faut aller voir dans le catalogue, là, des navets. Bah ouais, ça c'est bien un navet, mais... Après, il y a toute une... Ça c'est dur, alors après, il faut choisir. Hein, et alors, je dis, celui qui me demande c'est quoi le meilleur, ça n'existe pas. Hein. Tout ce qui est dans le catalogue est bon, sinon il ne serait pas dans le catalogue. Hein. Ça, première réflexion. Mais après, le meilleur, ça n'existe pas. Ça dépend du climat, du sol, de votre goût. Donc le meilleur, pour l'un, ne va pas être le meilleur pour l'autre. Hein. Donc on ne sait pas à l'avance. C'est les gens qui doivent justement, de nouveau, essayer dans leur jardin, dans leur climat, essayer pour voir quelle variété donne bien, donne mieux. Donc il faut faire les essais, il faut essayer. Et après, et une fois qu'on a trouvé ce qui donne bien sans problème, on est sauvé. Hein. Les navets, hein. Les choux navets et les navets raves. Donc, ou navets raves. Donc, en Belgique, ça s'appelle chou navet. En France, ça s'appelle navet rave. Mais dans le catalogue, il y a ces deux endroits, parce que je ne savais pas non plus que c'était la même chose. Et le nom commun, c'est le rutabaga. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle rutabaga. On n'a plus appelé rutabaga parce que ça avait une consonance un peu guerre, un peu bizarre, un peu rutabaga. À redécouvrir, absolument. Dans les rutabaga, c'est comme un navet, mais un navet avec plus de personnalité, avec plus de goût. Les gens qui aiment bien les couscous, ça, un couscous sans rutabaga, c'est pas un vrai couscous. Ce qu'on met dans le rutabaga qui ressemble à des navets, c'est des rutabaga. C'est ceux qui donnent le goût, ce goût spécial. Longtemps, je me suis demandé, je dis, mais où c'est qu'ils trouvent ces navets dans les rutabagas avec un goût pareil? Ah ben, c'est pas des navets, c'est des rutabagas. Donc, ça donne un goût un peu fort, un peu... Voilà. Mais, et si vous n'êtes pas habitué à tout ça, parce que, en général, dans les légumes anciens, ou dans les anciennes variétés, ils avaient tous du goût, hein, une personnalité. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont perdu, hein, ce goût. Il faut refaire, il faut se réapproprier la mer. Il y a tout plein de goûts. Maintenant, tout est sucré, hein, au plus sucré. Donc tout est la même chose. Hein. Donc on met du sucre, tout a le même goût, hein, goût sucré. Donc il faut. Donc dans les légumes quelquefois anciens, tout ça, on est surpris au premier abord quand on mange ça. On dit, mais c'est à la limite quand c'est. Mais c'est pas vrai, c'est parce qu'on n'est plus du tout habitué. Donc je l'ai habitué à manger tout doucement, à se réapproprier, un peu comme les olives. Hein. Première fois qu'on mange des olives, on trouve ça dégueulasse. C'est immangeable. On dit comment des gens peuvent manger des trucs pareils. Je me souviens, j'étais en Espagne quand j'étais tout jeune, là, à la Joque, et il y avait des olives tout plein. Première fois que j'ai mangé ça, j'ai dit comment on peut manger ça, c'est incroyable. Après, je regrette que j'ai parti après, parce que j'en mangerai tous les jours. Hein. Et je dis, là-bas, il y en avait, dans les Ducas, dans les bazars, des stands d'olives, c'était rempli partout. Et je pense encore toujours à ça maintenant, que j'ai perdu là, toutes ces olives là. Donc c'est un peu comme les olives. Au premier abord, ça paraît. Après, on ne sait plus s'en passer, hein, de ce goût. Et c'est un peu la même chose avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de trouver. Là. Dans certains légumes. Comme la roquette. La roquette, ça c'est bon signe. Ça a nouveau du goût. Pourtant, c'est quelque chose qui a une personnalité, qui a du goût. Ah ben, les gens aiment de nouveau, ça a beaucoup de succès. Ça, c'est vraiment bon signe. Ça veut dire qu'on retrouve quand même un goût, un vrai goût réel de roquette. Alors là, maintenant,
j'ai marqué ça, ouais. Donc la roquette aussi. Donc la roquette, il faut semer ça au moins une fois par mois. Hein, parce que ça monte vite en graines, on ne sait pas empêcher. Donc une fois, hein, ça monte, mais ça ne gêne pas. Hein. Donc il faut semer ça sans arrêt. Quand ça monte plus, c'est vers fin août, septembre. Et ça ne gèle pas. Donc on peut avoir ça tout l'hiver. Donc on se met régulièrement maintenant parce qu'on sait que ça monte, donc des petits semis. Quoi. Et alors à la fin août, septembre, là ça ne va plus monter en graines et vous aurez tout l'hiver de la roquette. Le mésophile, encore un nom. Hein. Alors mésophile, c'est un navet, mais c'est un navet un peu spécial qui donne beaucoup de feuilles avant de faire son navet. Donc vous mettez ça donc maintenant, ou bien au mois d'août encore, donc comme engrais aussi, ou bien comme couvre-sol, c'est formidable. Hein. C'est un des trucs qui donne le plus de verdure rapidement. Donc tout plein de feuilles, on appelle ça des feuilles de navet. Mais le vrai nom, c'est mésophile. Mais d'autres l'ont mis feuilles de navet. Hein, donc vous donnez une idée de ce que c'est. Donc ça donne tout plein de feuilles. Et puis vous mettez ça, donc ça passe l'hiver, ça ne gèle pas. Et souvent au printemps, il fait son navet, sa racine grossit seulement au printemps. J'étais surpris parce que c'était pas indiqué nulle part. Moi j'ai essayé, j'ai fait, donc je mangeais les feuilles, tout à coup au printemps, il est venu une énorme racine blanche comme ça, comme un navet. Donc, voilà. Donc ça s'appelle mésophile. À utiliser aussi comme engrais vert. Hein, même si on ne mange pas, c'est un couvre-sol incroyable, ça pousse à une vitesse fou. Et surtout l'hiver, ça ne gèle pas, on n'est rien là. Mais mésophile. Alors, ce qu'on oublie, les radis d'été, automne, les radis toute saison et les radis d'hiver. Donc on a donc encore les radis été, automne, les radis toute saison. Donc toujours, il faut pas mal de lumière, mais aussi de l'humidité. Donc aussi maximum de lumière. Je ne vais pas dire en plein soleil, aucune plante n'aime bien le plein soleil, mais pour bien avoir, sinon on a tout plein de feuilles et pas de radis, et pas de boules. Donc pour les radis. J'ai déjà essayé à Millon et ça ne va pas bien. Je suis toujours déçu. Et donc, et aussi pas trop de rue. Un peu comme les navets. Pas de rue. Pas semer trop de rue. Sinon ça s'annule. Ça émet des sécrétions pour faire, comme les radis et les navets. Ils émettent des sécrétions comme toutes les plantes pour faire leur espace vital. Mais alors, quand c'est trop serré, ils se tuent l'un l'autre et vous n'avez rien du tout. Ou vous avez qu'à la fin, quelques navets ou quelques radis, les derniers résistants qui poussent, tous les autres ont disparu. Donc, au départ, pas semer trop de rue. Il y a des choses comme les carottes, ça ne fait rien. On peut semer de rue, et puis après enlever, ça ne gêne pas. Mais comme les navets et les radis, bien. Au départ, il faut faire attention, pas trop de rue, sinon ça ne va pas. Donc, humidité et lumière. Alors, vous avez des radis. C'est encore, les Asiatiques ont fait des radis, un vrai légume, un vrai. Alors, première fois que j'ai lu ça, je dis, ils sont gourés. Hein, la première fois que j'ai vu les radis d'hiver asiatiques, il y en a dans le catalogue tout plein. Il y en a un qui était marqué 30 kilos. Bon, il y a sûrement une erreur. Non, c'est 30 kilos. Hein. 30 kilos. Et des radis qui font 80 cm de profondeur, comme des matraques de gendarmes, là, des matraques comme ça. Et donc, ça pousse par ici. Je suis arrivé à 10 kilos déjà. Je ne suis pas arrivé jusqu'à 30 kilos. Mais donc, il y a... Hein, donc nous, quand on pense radis, c'est une petite bouboule, là, de rien du tout. Non, ils ont développé ça de façon... Et il y en a de toutes les couleurs et de tous les goûts. Il y en a de plus ou moins forts, de très piquants, à des presque doux. Hein, les daikons et les bazars et tout ça. Et donc, à semer comme des carottes, et ça passe l'hiver, donc il faut déjà plus que moins 5 pour que ça gèle. Donc ça, même quand ça dépasse moins 5, une légère protection de la paille ou un voile de fossage dessus, vous avez ça tout l'hiver. Donc vous avez une crudité tout l'hiver. À semer maintenant, par exemple les radis d'hiver et tout, à semer au mois de juillet, parce qu'il faut le temps que ça se développe et tout ça. Donc juillet août. Hein. Donc voilà. Donc ça vaut la peine. Hein. Ça vaut, celui-là, si on alors, le seul, pardon. Celui-là, les daikons, si on les laisse monter en graines, et ça tombe. Ah ouais. C'est facile comme tout. Il y en a un qu'on connaît. Le seul qu'on connaît de ces radis d'hiver, nous, c'est le ramonas. Qu'on connaît, le radis noir, le gros radis noir. Soit une boule, soit un machin. Hein. Donc ça vient originaire d'Espagne. Là, avec ça, on fait des médicaments, enfin, pas des médicaments, des sirops pour lutter contre la toux, pour les grippes, tellement ça contient des vitamines. Hein. Donc, ben voilà, ce gros radis noir, c'est Ramonas,
c'est ça. Mais je veux dire, les Chinois, les Japonais ont développé eux, de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Donc c'est rallumaire. Donc ça vaut la peine. Et c'est bon. Moi, je trouve que j'aime pas beaucoup les silos, mais ça bien. Hein. Voilà, les silos. Les silos. Alors, ouais, j'en suis là. Ouais, ça va aller. Alors, le pourpier, c'est le plein moment pour le pourpier. Donc le pourpier a besoin de la chaleur. Humidité et chaleur aussi, pour bien pousser. C'est pas toujours facile. Il y a des jardins où ça revient tous les ans, où il n'y a jamais de problème. Une fois qu'il y a du pourpier, ça se ressemble tout ça. Il y a des jardins où c'est plus difficile. Alors, si on veut une fois commencer le cycle, c'est maintenant, au mois de juillet, le mai. Là, ça va bien pousser, c'est chaud, un peu humide, pas trop, voilà, et puis, voilà, pourpier. Et normalement, s'il se plaît bien, si ça va, il va se ressemer tous les ans, il va revenir quand c'est le moment. Tout seul, il va revenir quand la chaleur est là, le pourpier va revenir. Donc, les gens ont oublié ce que c'était, peut-être le pourpier, c'est ce qui fait la... On peut mettre dans les salades, mais surtout pour les soupes, ça donne un velouté formidable dans les sauces, hein, dans la soupe et tout ça, le pourpier. Donc, on peut manger comme ça aussi, hein, dans les salades et tout ça. Voilà. Alors, pourpier, quoi encore? Alors, le pourpier d'hiver, la clétonne. Donc, l'autre pourpier, il disparaît, le pourpier ordinaire, il disparaît, hein, en hiver. Mais pas le pourpier d'hiver. Pourpier d'hiver, le pourpier de Cuba, la clétonne. Ça s'appelle clétonne. Ça résiste. Ça peut pousser toute l'année, mais surtout l'hiver. Donc en plein hiver. C'est une plante très jolie, magnifique. Et donc on a tout l'hiver. Et surtout, moi je recommande dans les serres, de mettre dans les serres. Bon, maintenant là on peut encore attendre dans les serres après qu'on a récolté les trucs. Mais mettre dans la serre, vous avez tout l'hiver, ça vient beau, énorme. C'est joli, c'est bon. Hein, voilà. Donc la clétonne, le pourpier d'hiver. Et une fois qu'on en a, la plupart du temps, après ça enlève tout seul, il n'y a plus besoin de semer. C'est le moment aussi maintenant choisir un coin mi-ombre et humide, pour les oseilles, tous les oseilles, et les épinards vivaces. Donc ce qu'on appelle l'épinard perpétuel. Ça vaut la peine. L'épinard perpétuel, c'est très bon, très productif, et tout ça. Et vous avez, pour plusieurs années au jardin, une fois que vous l'avez, cueillir les feuilles et tout ça. Et l'oseille aussi. Donc pour faire l'oseille, surtout pour faire les sauces, ce qu'on appelle les sauces au vert, pour accompagner les poissons et tout ça, là. Il n'y a rien qui remplace ça, quand même, tout ce qui est poisson doux, avec une autre. Il paraît qu'il ne faut pas en abuser. Je dis toujours il paraît, parce que ça contient un peu d'acide oxalique. Donc, mais, bon, un petit peu comme dans tout, en rien il faut abuser. Hein. En rien il faut abuser. Mais abuser de temps en temps, ça fait du bien aussi pour le moral. Donc, chacun doit peser le pour et le contre. Hein. Là. La roquette, là. La mâche. Humide, ça c'est premier pour la mâche humide. Mais la mâche se repique très bien aussi. Il faut bien semer en pot à l'intérieur, dépoter, mettre comme ça. Donc ça pousse assez facilement. Mais c'est maintenant qu'on peut commencer dans tout le jardin. Donc la mâche, la salade de blé, donc ça gèle absolument pas. Il y en a toutes. La plus productive, la plus grande, c'est la mâche à grosses graines, la mâche de Hollande. Donc, mais, sitôt qu'il fait très froid, la mâche de Hollande n'a plus de goût du tout. Donc elle devient plus grande, plus belle, mais c'est comme de l'herbe, elle n'a plus de goût. Tandis que les mâches à petites graines, les autres mâches, au plus il fait froid, au plus ils ont du goût. Ah ouais, donc on ne sait pas jamais tout avoir. Hein. C'est comme ça, ben, voilà. Donc comme ça, chacun a sa chance. Hein, voilà. Mais, voilà. Donc à mon avis, il faut mélanger, il faut mettre toujours un petit peu de tout, et puis voilà. Toujours. Donc la mâche, salade de blé. Très riche, hein. Recommandé. C'est un des seuls végétaux qui contient des protéines. Hein. 3% de protéines, je pense, dans la salade de blé, les mâches. Ah, ouais, donc, un aliment très, très, très bon. Et amer. Donc des protéines et l'amertume. Ce qui manque le plus dans notre alimentation maintenant, c'est les principes amers, hein, pour la santé. Donc, et la mâche. Et en général, je pense à beaucoup. Les gens mangent pas mal de mâche, hein, le goût de mâche. Alors, et la mâche, donc au plus il fait sec, c'est un peu comme les radis, hein. Au plus c'est piquant. Si vous voulez diminuer le piquant c'est les vitamines C, hein, qui donnent ce piquant. Au plus il y a des vitamines C,
au plus c'est piquant. Et pour diminuer ça, ben vous diminuez un peu la valeur aussi, il faut arroser beaucoup d'eau. Donc vous avez des choses moins piquantes, mais moins de vitamines aussi. Ça, il faut choisir. Moi, j'ai un citronnier, là. Je vais faire le concours, d'ailleurs, cette année. Celui qui sait manger un citron comme ça, tout en cru, pourra avoir un arbre complet gratis. Mais jusqu'à maintenant, j'ai encore trouvé personne. Hein. Tellement c'est... D'ailleurs, on les voit courir, les vitamines C. Quand on regarde bien, on voit courir. Courageux, vraiment. Mais pour faire des jus et des confitures, mais en l'état, tellement c'est chargé de vitamines, c'est immangeable comme ça, tellement c'est... Alors, c'est le meilleur moment pour semer les ciboules, les ciboulettes, les cébettes. Donc, l'oignon poireau. Alors, la cébette, c'est un oignon qui pousse comme un poireau. Donc, c'est maintenant. Si vous semez maintenant, ça lève en une semaine, même moins, un ciboulette, et vous en avez maintenant pour l'automne, et puis toute l'année prochaine. Donc, c'est maintenant que ça lève le bien, parce qu'il y a des gens, en dehors de la période de maintenant, parce que c'est maintenant la période. Quand ils sont en boule, quand ils sèment naturellement. Il y a des légumes qu'on veut faire pousser en dehors de la période naturelle. Quelquefois, on a des difficultés. Hein. Tandis que maintenant, tout de suite, ça va bien. Ouais. Alors, donc, ciboulette, c'est maintenant le meilleur moment. Enfin, maintenant, juillet, août. Mais juillet, c'est mieux juillet, août. C'est mieux juillet. Persil aussi, la même chose. Quelquefois, on a des misères à faire lever le persil. Tandis que maintenant, de juillet, le persil est lève, c'est magnifique. Et donc, vous avez du persil alors, repiqué dans la terre, et vous avez du persil pour tout l'hiver et puis pour toute l'année prochaine, avant qu'il monte de nouveau en graines. Donc, c'est maintenant le meilleur moment pour semer toutes les variétés de persil. Je recommande aussi de mélanger, parce qu'il y a des persils maintenant magnifiques, grands, hauts, de toutes les couleurs et tout. Bon. Pour la santé, c'est vraiment bon aussi. Les cébettes, c'est annuel? Les cébettes, c'est vivace. Ah, c'est vivace. Ah, ouais, c'est comme la ciboulette. Le ciboulette, ouais. Mais les ciboulettes, les cébettes, mais ils émettent beaucoup de sécrétions par les racines pour faire leur espace vital. Donc c'est des vivaces, mais je dis c'est un peu, je ne sais pas si c'est de la bêtise qu'on peut dire pour les bêtes, mais ils sont tellement bêtes qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes après qu'ils disparaissent. Voilà. Donc ils veulent empoisonner les autres et puis ils s'empoisonnent eux-mêmes, donc assez vite. C'est pour ça que ça disparaît. C'est des vrais vivaces, mais ils disparaissent. Donc, pour toujours en avoir, tous les ans, il faudrait, ou au moins tous les 2 ans, aller tirer les ciboulettes, les séparer et aller les mettre à une autre place. Parce qu'ils empoisonnent la terre. Tandis qu'ils font leur territoire dans lequel ils veulent pousser pour se défendre. Hein. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Donc, et pour le persil, est-ce qu'il faut le semer dru ou espacé? Pour avoir... J'ai mis une rangée là, non. il y a 2 semaines. Non, il faut semer à l'intérieur. Il faut semer à l'intérieur, en godet ou en bac. À l'intérieur. Ah ouais. Là, vous allez avoir une levée magnifique. Et après, vous allez repiquer à l'extérieur. Par 2, 3 ou même par 1. Et vous allez avoir un persil qui va faire au moins 30 sur 30. Ah oui, le repiquage. Et alors, le persil repiqué n'est pas attaqué par la mouche du persil. Ce qui est curieux. Tandis que quand vous semez directement en place, c'est très rare les jardins où le persil il vient bien les semis en place. Il est tout de suite attaqué par la mouche du... ça dépend des terrains. Mais vraiment, vous êtes sûr de réussir, semer en bac ou en godet, à l'intérieur, en serre froide, et puis aller repiquer dans la terre. Ça lève vite. Hein? Ça lève vite. Non, au moins. Non, comme maintenant, ça lève vite. Une à 2 semaines. 1 à 2 semaines, comme maintenant. Hein. Alors qu'avant, oui, ça peut mettre un mois et même plus. Maintenant, pas, ça lève très vite. En juillet, août, ça lève plus. Ah ouais, très vite. Pour le persil, il ne faut pas d'humidité. Ah ben si, mais quand on sème, à l'intérieur, en bac, il faut l'humidité. Hein. Ouais. Surtout, ils aiment bien le long d'un mur, comme ça, un peu humide, comme ça. Ouais. Vous le mettez comme ça, vous jetez contre le mur, et ça pousse. Ouais, mais pas ici. Les gens ont beaucoup de misère à avoir du persil ici, en pleine terre. Hein. Ouais. Donc il faut repiquer. Là, vous êtes sûr de réussir. Alors, les céleris à couper. Pas les autres céleris. Hein. Les autres céleris, c'est trop tard. Hein, donc, le céleri rave, le céleri à côte et tout ça.
Donc, c'est trop tard pour semer, je veux dire. Pas trop tard pour le piquer, pour faire. Mais les céleri à couper, et eux résistent à l'hiver, à tout, ils ne gèlent pas. Donc, les céleri à couper, passent l'hiver, ils se ressemblent tout seuls souvent et tout. Donc, céleri à couper. C'est ça qu'il faut choisir. Soit les céleri à côte, mais souvent les céleri à couper pour l'hiver ou pour l'automne, pour faire les moules. Hein. Ça, c'est ça qui donne le meilleur goût pour les moules. Surtout que les autres, pas les céleri à côte. Mais les feuilles du céleri rave, ils sont toxiques. Donc, les gens utilisent par ici les feuilles du céleri rave. Et après, ils disent que les moules ne sont pas bonnes, ils ont une maladie à cause des moules. C'est pas à cause des moules, c'est à cause du céleri qu'ils mettent dedans, souvent. Donc, le céleri arabe, hein, les feuilles du céleri rave. Alors que la boule, pas. La boule n'est pas toxique. Il y a des comme ça circulent. Donc, mais le céleri à couper, pas. Donc, c'est le céleri à couper qu'il faut mettre pour faire les moules. Ou le céleri à côte, mais le céleri à côte, il est trop tard pour semer, mais celui qui a le céleri à côte, il est très gélif. Hein. Surtout qu'il fait moins, il disparaît vite, il est très sensible. Hein, très. Alors. Perpétuel, en fait. Ah oui, le céleri, aussi, perpétuel. Oui. Mais là, il faut quelques feuilles. Hein. Ça donne des goûts forts. Hein, Ah ouais, ça c'est bon. Mais là, il faut que quelques feuilles. Hein. Ben, céleri perpétuel, ben, on peut les semer maintenant aussi, je pense. Ouais. C'est pas prévu ça, mais ouais. Donc ça s'appelle A-C-H-E. H, ou encore un autre nom. La livèche aussi, voilà. H, livèche, céleri perpétuel, voilà. Donc quand on a une plante dans son jardin, ça suffit. Hein. C'est comme maintenant, elle fait 2 mètres de haut, 2 mètres 50, c'est une plante magnifique. Souvent, quelques feuilles, ça suffit. Hein. Donc on appelle aussi l'herbe à magui. À magui. Donc les boîtes de conserve, ou bien les machins, le magui, là, pour donner du goût, c'est avec ça qu'ils font, avec la livèche. Mais c'est une des plus belles plantes qu'on peut avoir dans son jardin. C'est joli, ça vaut la peine. Alors, je vais arriver au bout, ça va être tout juste. Hein. Le cerfeuil, mais le cerfeuil à condition que la température soit en dessous de 20 degrés. Donc ça, il faut être attentif. Par les fortes chaleurs, ça ne va pas aller. Les scorsonères et les salsifis. Le meilleur moment, c'est juillet-août. Alors, ça lève sur une semaine. Alors, quelquefois, ça ne lève pas. Donc, scorsonères et salsifis. Mais il faut faire la culture. Semer maintenant, faire la culture maintenant. Et faire la culture sur 1 an et demi. C'est-à-dire, on sème maintenant, ce n'est pas pour récolter cette année, c'est pour manger, je veux dire, à l'automne et l'hiver prochain. Mais c'est la meilleure façon, parce que souvent, très souvent, sur 1 an, par ici, c'est rare qu'on a des racines, je dis, qui valent la peine. Hein. Tandis qu'en faisant semer maintenant en juillet et en août, surtout en juillet, là, 1 an et demi, là, l'année d'après, vous avez déjà. Alors, le salsifis est bisannuel. Le salsifis, surtout, je veux dire, ça fait des racines fourchues, c'est un petit goût spécial. Surtout, ce qui est utile, c'est la salade, les feuilles, très tôt au printemps, ils sont bonnes. Si vous aimez mieux les racines, il faut choisir le scorsonnaire. Parce que le scorsonnaire est un vrai vivace qui fait des racines formidables, très bonnes. Un vrai vivace, ça veut dire que si vous ne tirez pas dans 1 an et demi, il est encore valable 2 ans et demi, 3 ans et demi, la racine, elle grossit, sauf au moment de la floraison, la racine redevient tendre et bonne, et voilà. Donc, il faut choisir. Et ça, c'est beaucoup plus productif et beaucoup meilleur que le salsifis. Hein, voilà. Mais il y a des goûts différents. Hein. Mais le salsifis, c'est pour le plaisir, c'est pas très productif, c'est pas... Voilà. Les feuilles, la rosette, les feuilles très tôt au printemps. Là, ouais, voilà. Mais c'est maintenant le mieux pour les semer. Pardon? Ils sont attirés par les campagnols. Ah si. Ah, ouais, ça bien sûr. Ah, ouais. Tout ce qui est racine, hein, qui passe l'hiver, si. Alors, dernier truc pour aujourd'hui, les artichauts et les cardons. Donc, semer en pleine terre maintenant, artichauts et cardons, donc pour avoir l'année prochaine. Donc, c'est maintenant le meilleur moment de semer. C'est pas sûr qu'ils vont passer l'hiver, mais en semant maintenant, ils vont être bien implantés, ils ont beaucoup de chances de bien passer l'hiver. Et normalement, c'est vivace, hein, 3 à 4 ans. Mais il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Bon, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Celui qui va aller visiter le jardin, prendre des semences. Merci Gilbert. Non.